Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Ça vous va pas d'essayer de m'imiter, Frédéric Brindel? Il était bien, mon merci, non? Je le fais mieux que vous, quand même. Oui, évidemment. Bon, salut tout le monde, en fait, quand même. Et puis, bienvenue à vous, mais aussi à vous, du coup, Frédéric Brindel, vous qui m'imitez dès le début de cette émission. Bonjour, Judith Belair. Le mardi est un jour rayonnant, oui, consacré à l'action. Oui, nous devons apprécier le mardi, oui. Alors, bonjour à tous les auditeurs de Sud Radio. C'est un plaisir de vous retrouver. Voilà. Et puis, les vraies voix de l'été, c'est tous les jours de 17h à 19h avec du débat, des news, votre voix évidemment. Parlons vrai sur Sud Radio. Puis n'hésitez pas à prendre votre téléphone et à réagir à ce que vous entendez au 0826 300 300. Il est temps de vous délivrer le précieux sommaire. Faites-en bon usage, Judith. Ah, vous croyez? Oui. Bon. Le grand débat à 17h30. Donald Trump hausse à nouveau la pression sur Vladimir Poutine. En déplacement en Écosse, le président américain a donné 10 à 12 jours au Kremlin pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Passé ce délai, il promet des sanctions lourdes, y compris envers les pays qui commercent encore avec Moscou. Une manière de secouer des discussions au point mort, on peut le dire. Trump dit être profondément déçu par l'attitude du dirigeant russe, malgré leurs anciens rapports cordiaux. De son côté, Volodymyr Zelensky salue une prise de position forte des États-Unis, mais du côté russe, l'ex-président Medvedev parle, lui, d'un ultimatum dangereux pouvant faire dégénérer le conflit. Un nouveau bras de fer diplomatique s'engage avec un compte à rebours désormais lancé. Comment allait réagir le président russe face à la menace verbale? Il a décidé de bombarder encore plus intensément l'Ukraine. Il y a mieux pour tester votre leadership, monsieur Donald Trump. Encore 10 jours donc. Mais pour en arriver à quoi? Vladimir Poutine nargue, provoque, assène, vilipende, pourfende. Inarrêtable. Sauf si les États-Unis agissent. Aussi, nous vous posons la question, vous les auditeurs de Sud Radio. Trump serait-il capable de déclarer la guerre à la Russie? Donnez-nous votre avis. Oui, et puis vous pouvez nous appeler aussi, vous le savez, je l'ai déjà dit, au 0826 300 300. Et puis notre coup de projecteur. Mais c'est bien de leur dire, du coup. Bien, ouais. Ouais, c'est bien. Vous voulez me réimiter? Redites-le, tiens, pour voir si vous arrivez à le faire aussi bien que moi. J'arrive pas. Allez, le coup de projecteur à 18h40, au moment où une bonne partie de la France prend des vacances. Une grave menace de perturber le trafic à la SNCF. Le collectif Sudrail a posé un préavis de grève couvrant toute la période estivale. Les contrôleurs et chefs de bord demandent une hausse de leur prime de travail. Ils critiquent aussi un nouveau logiciel de planning qu'ils jugent trop instable. Un premier mouvement en mai dernier avait déjà créé des difficultés et les revendications restent toujours d'actualité. Cette fois, les syndicats pourraient ne plus prévenir la direction à l'avance afin d'éviter que celle-ci ne prenne des mesures pour casser la grève. Une mobilisation surprise en plein été pourrait alors durer plusieurs week-ends. Cette situation inquiète évidemment les voyageurs que vous êtes, que nous sommes, et accroît la pression sur la SNCF. Exemple, vous allez chercher un proche à la gare, arrivée du train prévu à 20h. Il est 21h30. Toujours rien. Il vous téléphone et vous annonce que le train est bloqué, mais on ne sait pas encore pour combien de temps. Ces galères se multiplient ces derniers jours. D'ailleurs, soyez vigilants, une grève est vite arrivée aussi, comme un TGV en principe, parce qu'il arrive qu'au bout de 3 petites heures, vous ayez retrouvé l'amour de votre vie à Marseille, vous le Parisien, comme quoi. Nous vous posons la question sur le compte X. Pour vos départs en vacances, le train est-il une option fiable? Oui. Fiable, c'est ce qu'on appelle... Ça s'appelle les vraies voix de l'été. On appelle dérailler, voilà, ça s'appelle dérailler. Donc je le répète, 3-4 pour vos départs en vacances. Voilà. Le train est-il une option fiable? C'est une bonne question ça, qu'est-ce que vous en pensez? Vous pouvez le dire au 0826 300 300 et puis voter sur notre compte X évidemment. Alors on a 2 éditorialistes aujourd'hui, mais pour l'instant il n'y en a qu'une en plateau, c'est parti. Les vraies voix Sud Radio. Oui. C'est le jour où on arrive, on parle des retards de train. Mais elle arrive en métro, en fait. Alors, est-ce que le train, le métro... Je dirais c'est kiff-kiff. Non, ça dépend. C'est pas les mêmes types voilà. Même syndicalistes, en tout cas. Ouais. Bon, on est avec Madi Saïdi. Bonjour, Madi. Bonjour. Vous êtes venu comment? Très bien, en transport. Ouais. Voilà. Quel type de transport? Le métro, mais pour moi, ça s'est bien passé. Alors, Madi, vous êtes directrice conseil en communication d'influence et auteur et vous venez souvent sur notre plateau. On est ravis de vous revoir. Moi aussi, je suis toujours ravie de vous revoir. C'est un grand plaisir, Madi. Parce que ça faisait 2-3 semaines et je me suis dit, il faut qu'on rappelle Maïdi parce que le public de Sud Radio aime Madi Saïdi. Voilà. Je pensais que vous m'aviez oublié. Et voilà, Raphaël Leleu, je la vois arriver. Il y a même un Rémi entre-temps. Excusez-moi. Alors, autant elle arrive en retard. J'étais tellement contente de vous voir que du coup, j'ai écorché votre nom, Raphaël. C'était parce qu'elle est arrivée trop vite. Voilà, Judith Belair. Non, elle est arrivée. Alors, je reprends, puisque c'était à moi que revenait l'honneur de présenter
présenter Raphaël Rémy-Leleu, conseillère de Paris écologiste et co-autrice de Beyoncé est-elle féministe? Alors, est-ce qu'elle est féministe, Beyoncé? On va vous poser la question à chaque fois. Attends, déjà, pardon, enfin, je vous tutoie alors que c'est vrai dans la vie, je vous tutoie, mais là, normalement, je vous vois. Mais j'allais poser la question, est-ce qu'elle a une bonne VO de max? Parce que comme elle est arrivée en courant, si elle est capable de nous répondre sans être essoufflée, c'est qu'elle a une très bonne VO de max. Bonjour Raphaël. Bonjour. Oh, facile. D'émission. Non, pardon. Facile. Bon, bah voilà. Sinon, vous pouvez chanter Texas Hold'em aussi, par exemple. Par exemple, voilà. Très bonne chanson, tournée mondiale qui a battu tous les records. En termes de... On l'aime bien. Facile, Raphaël, là, qui parle. Non, j'ai chaud, là. Un petit peu On entend tout en radio. On entend tout en radio, mais on ne voit rien. Allez, 0826 300 300, si vous avez envie de faire des blagues avec nous dans les vraies voix, eh ben, vous nous appelez. Et d'ailleurs, il y a Claude qui est au téléphone. Claude, bonjour. Vous nous appelez depuis Darieux dans les Hautes-Pyrénées. Comment ça va, Claude? Ça va tranquillement, il y a du soleil, donc ça va bien. Bon. Ah bah tant mieux, parce que nous, c'est pas le cas. Ouais, alors j'allais vous poser la question, Claude, êtes-vous un homme et une femme? Parce que c'est le prénom qui est totalement... Mais a priori, vous aviez besoin de lui poser la question. Parce que j'aime bien Claude et Dominique, parce que jusqu'au bout, on ne sait pas. Mais et sinon, la magie... Claude, vous êtes un homme. Non. Faites attention, hein. Faites attention. Ça commence bien. Bon. Ne le mégenrez pas, attention. Claude. Pardon, Claude, désolé. Aucun souci. Arrêtez, je pars en fou rire, c'est pas possible. Bon, vous êtes dans les Hautes-Pyrénées, voilà. C'est-à-dire pas très loin du Tourmalet, d'Argelès-Gazost et tout ça. Voilà. Et vous voulez nous parler de la reconnaissance du vote blanc, Claude? Tout à fait. Alors là, il faudrait que ça soit réellement pris en compte parce qu'en fait, il y en a largement assez d'avoir des députés qui sont censés nous représenter, mais qui ne nous représentent pas du tout. Et donc, il y a avec le nombre de personnes qui vont pas voter et ceux qui vont voter et qui votent après par dépit pour ceux qui y a sur place, le vote blanc n'étant pas pris en compte, ils vont mettre un bulletin dans l'urne et en fait, on se retrouve avec des gens qui sont pas du tout représentants de la population et après ils parlent en notre nom, ils votent des lois en notre nom. Et ils font l'inverse de ce qu'on veut. C'est beaucoup mieux que l'abstention. Alors, c'est assez clin d'œil, Claude, parce que je sais pas si vous écoutiez notre émission hier, mais on avait le choix entre Rachida Dati et Michel Barnier, vous voyez à peu près le sujet. Et puis on avait mis une troisième option ou aucun des deux. Aucun des deux, c'est typiquement le vote blanc, Raphaël Rémy-Leleu. On peut voter pour la gauche aussi à Paris. Hein, oui, attendez, ne détournez pas là, on parlait des législatives le partielles. Sujet hier. Donc là, on parle pas de la gauche. Mais pour en revenir au vote blanc, non, mais pour le coup, moi je suis d'accord avec Claude, c'est démocratiquement extrêmement important de reconnaître le vote blanc. C'est d'ailleurs une revendication historique chez les écologistes parce qu'on pense justement qu'il faut ouvrir toutes les possibilités possibles pour l'expression du vote et le vote blanc devrait en être une, bien entendu. Madi Saïdi. Mais écoutez, moi j'aimerais autant que les citoyens prennent leur courage à deux mains et qu'ils choisissent et qu'ils votent clairement. Voilà. Et ça nous éviterait justement d'avoir des élus qui nous représentent pas. Alors, mais voter blanc, c'est aussi voter. Oui. Ouais. Mais alors, quand même, pour rappel, en 2017, aux élections de 2017, record historique des votes blancs avec 3 021 499 bulletins blancs dans l'urne, pour 35 467 327 votants précisément. Donc c'était un niveau déjà 2 fois plus élevé qu'en 2012. Finalement, Claude, c'est une histoire de représentation aussi, parce que quand on dit qu'il faut choisir, faut avoir envie trouver quelqu'un qui vous donne envie de choisir. Non mais alors là, quand il faut choisir, je suis désolé, sur les dernières élections qu'il y a eu, il n'y en a aucun qui me plaisait. Alors notamment sur les derniers tours. Donc leur programme ne me plaisait pas du tout. Enfin, c'est même pas me plaisait pas du tout. Leur programme allait à l'encontre totalement de des besoins de la France. Et on le voit depuis plusieurs années. Donc déjà largement avant Macron. Où ils nous ont complètement détruit notre pays. On a tous réclamé à corps et à cri de ne pas toucher aux retraites. Ils ont touché aux retraites. Lorsqu'on a voté non à Maastricht, ils ont voté à Maastricht. Lorsqu'on dit qu'il ne faut pas toucher à la sécurité sociale, ils font ce qu'il faut pour fracasser la sécu et ainsi de suite. Donc c'est totalement scandaleux. Et non seulement il n'y a pas de contre-pouvoir, et en plus
Et en plus, on ne peut pas réellement voter. Si on est contre les personnes, eh bien, notre vote n'est pas pris en compte. Et c'est totalement scandaleux. Donc, on ne vient pas me dire ce que je ne sais plus quelle est la personne qui a parlé justement, comme quoi il fallait faire le choix entre les deux personnes. Je suis désolé. Moi, je suis désolé. Lorsqu'on me prend soit un revolver, soit un arc, eh bien, il y aura de question de prendre la. Votre choix, c'est de pas choisir, Claude. C'est ça. Voilà. C'est inentendable. C'est inentendable. Ouais. Non, mais ce que vous dites, Claude, ce que vous dites, et ce qui est important, c'est que vous vous êtes déplacé dans le bureau de vote pour voter. Il se trouve que c'était blanc, mais le fait de se déplacer et de faire votre devoir de citoyen, ça suffit. Voilà. Alors, je vous donne juste comme ça au passage deux exemples de deux hommes politiques qui soutiennent la reconnaissance du vote blanc. Hein. C'est Nicolas Dupont-Aignan et François Bayrou. Voilà. Donc deux personnes très très éloignées sur l'échiquier politique, comme quoi votre voix peut-être un jour sera entendue. Vous restez avec nous, Claude. Merci beaucoup pour cette intervention. Vous savez, voilà, vous êtes notre auditeur fil rouge de la journée. Vous allez pouvoir jouer avec nous tout à l'heure et puis aussi participer, vous le savez aussi, à notre débat à 17h30. Et puis dans un instant, ce sont les 3 mots de l'actualité évidemment de Félix Mathieu. On est toujours avec nos 2 vraies voix du jour. Un plateau très féminin aujourd'hui autour de Frédéric Brindel. Restez avec nous, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h20. Frédéric Brindel, Judith Belair. Merci d'avoir choisi Sud Radio à 17h16. C'est l'heure des 3 mots dans l'actu de Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix, bonsoir Paul. Bonsoir Judith, bonsoir Félix. Vos 3 mots dans l'actu du jour, Félix: réforme largage et remboursement. Un service après-vente difficile pour Gérald Darmanin et sa réforme du système judiciaire, limitation du sursis, des aménagements de peine. Le garde des Sceaux a eu un échange houleux avec des avocats tout à l'heure. La France va procéder à des largages aériens d'aide sur Gaza, annonce au lendemain du discours de Jean-Noël Barrot à la tribune de l'ONU sur la solution à 2 États. Le RN passe à la caisse. 3,5 millions à rembourser après la condamnation dans l'affaire des assistants au Parlement européen. Le parti à la flamme a commencé à rembourser son addition un peu salée. Et puis on va dire un mot aussi de ces négociations entre LR et LR à Paris. Législative partielle contre municipale. Les Républicains espèrent convaincre Rachida Dati de ne pas se présenter contre Michel Barnier. Les vraies voix Sud Radio. Monsieur le ministre, s'il vous plaît. Je réponds pas aux questions. Les professionnels. Ah, c'est dommage. On est venu justement pour vous poser plein de questions. Quand Gérald Darmanin semble se la jouer père tape dure et qu'il rencontre des avocats opposés à sa réforme du système judiciaire devant le tribunal de Nanterre, eh bien les esprits ont tendance à s'échauffer. Vous avez plus de temps. Bonjour madame. Non, je vous serai. Vous voyez. Non mais par contre j'ai des questions à vous poser. Non mais par contre j'ai des questions à vous poser. Ça s'appelle la démocratie. Madame, quand on commence sur les peines qui existent déjà que vous voulez prononcer. Maître, avec tout le respect que je dois, quand on ne serre pas la main des gens, ça commence dans l'irrespect et c'est dommage pour votre profession. Oui, mais le respect, c'est de donner des moyens à la justice, monsieur le ministre. Des moyens pour la justice. Le garde des Sceaux estime diriger l'un des seuls ministères à les voir augmenter, mais il entend aussi donc réformer les peines pénales et leur application. Il faut mettre du bon sens. Alors ce que je propose c'est très simple, c'est 10 articles de loi, très très simple. Un sursis, un seul. Au bout du deuxième, il ne peut plus y avoir de sursis. Le magistrat a la totale liberté d'appréciation. Je rends la liberté d'appréciation, je rends l'indépendance totale au magistrat de juger si quelqu'un doit faire quelques jours de prison ou quelques années de prison. Je pense qu'il est très important de mettre en place les jours amendes comme en Allemagne. Aujourd'hui, ils existent, ils sont très très peu utilisés. Ce que je propose, c'est que on condamne d'abord des gens aux amendes et s'ils ne les payent pas comme en Allemagne, ils vont en prison. Bref, nous sommes en train de mettre du bon sens. Le ministre de la Justice face à des avocats pas forcément convaincus, à l'image de Maître Aziz Smira lors de ce déplacement au tribunal de Nanterre. Cette réforme ne répond pas aux besoins des professionnels de la justice, qu'il s'agisse d'avocats, qu'il s'agisse de magistrats ou encore de greffiers, dans la mesure où ce qu'on demande depuis maintenant 3 décennies, c'est plus de moyens. Et on y revient, des propos recueillis à Nanterre par l'AFP. Oui, alors, Madi Saïdi, déjà sur la petite passe d'armes. Bon, quand on vient, on refuse de serrer la main. Déjà, c'est vrai que c'est pas très démocratique ou pas, je sais pas. Ouais. C'est pas très démocratique, surtout c'est pas très poli. En fait, quand on vient pour discuter, on serre la main des gens, c'est pas grave. Hein. Si on serre la main d'un mec avec lequel on n'a pas les mêmes idées politiques, il va pas nous déteindre dessus. Et ça, je trouve ça pas très poli de le faire d'entrée de jeu. Ça crée de la tension. C'est déjà des sujets sur lesquels c'est pas simple. Donc si d'entrée de jeu on se serre pas la main, on se regarde pas, on peut pas parler ensemble. Raphaël Rémy-Leleu, il nous parle de un seul sursis, de l'indépendance totale des magistrats, monsieur Darmanin. J'ai envie de dire, elle existe déjà, heureusement, l'indépendance des magistrats, non ?
Oui, elle existe déjà et d'ailleurs, quand Gérald Darmanin parle de l'indépendance et de la liberté des magistrats, je l'ai pas entendu avoir beaucoup de mots pour soutenir les magistrats quand ceux-ci ont été remis en cause de manière assez véhémente, assez vive par Madame Dati une fois qu'elle a été renvoyée en correctionnel. Donc, il n'y a pas qu'elle d'ailleurs qui remet en cause les magistrats quand elle est renvoyée devant les juges. Bien sûr, mais en fait, Gérald Darmanin à la justice, c'est toujours la même impression, à savoir que j'ai toujours l'impression qu'on a le premier flic de France qui est ministre et garde des Sceaux. Ça fait pas tout à fait bon ménage. Un homme efficace ou pas, au bout du compte, m'a dit Saïdi, Gérald Darmanin? En tout cas, il y a une volonté politique. Il y a une volonté politique de faire changer les choses. Évidemment, la justice française, ça date pas d'aujourd'hui. Il y a un vrai problème de moyens, mais aussi dans le prononcé des peines. Quand on regarde les récidivistes, on voit qu'ils viennent, on les voit repasser devant la justice. Donc finalement, c'est pas forcément efficace parce que ils reviennent devant le juge, mais il y a aussi un sentiment aussi de la part des Français de dire que la justice ne les entend pas. Quand on voit les mêmes qui se représentent à chaque fois, qui ont des peines, franchement, qui font rire, travaux d'intérêt généraux. D'ailleurs, il y a le cas de ce jeune qui préfère aller en prison plutôt que de faire ses travaux. Donc je pense qu'il y a aussi une question, il faut aussi une justice efficace, mais aussi une justice forte, si je peux dire ça comme ça. Bon, déjà les prisons hyper sécurisées, c'était un plus quand même, non, Raphaël Rémy-Leleu? Un plus, je suis pas certaine. On verra ce que ça donne. En tout cas, les narcotrafiquants ne peuvent plus contrôler leur trafic de l'intérieur de la prison. On verra peut le dire, ce que ça donne à l'évaluation, puisque le critère principal qui a été considéré vis-à-vis de tout ça, c'est le fait d'arrêter l'activité criminelle depuis la prison, ce qui en effet devrait être la base. Mais ce qui est terrible concernant les prisons françaises, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de visiter une prison en France, c'est qu'elles sont à la fois dans une situation sanitaire même, dans une situation de surpopulation, de méthodes et de conditions d'incarcération qui sont très loin de ce qu'on pourrait attendre et de ce qu'on pourrait demander pour simplement préserver la dignité humaine. Et en plus, on voit qu'elles ne sont pas efficaces. Donc on a quelque chose à revoir sur notre modèle carcéral. Je suis loin d'être convaincu que simplement avoir des prisons ultra sécurisées pour une petite partie des criminels qui sont considérés comme dangereux étant à tête de réseau sera suffisant, parce que ça concerne pas la grande masse. Et j'ai un peu toujours l'impression qu'on fait du gadget avec ces sujets. Félix Mathieu, on en revient à l'affaire des airbags Takata. Le gouvernement va obliger les constructeurs à prêter des voitures de remplacement. 1 700 000 véhicules concernés par cette mesure du Stop Drive en France, immobilisés à cause de ces airbags défectueux qui ont tué ou défiguré des automobilistes en leur explosant au visage. Un arrêté du ministère des Transports oblige les marques à proposer des solutions de mobilité, des voitures de remplacement. Donc, pour les clients immobilisés plus de 15 jours, les constructeurs doivent aussi proposer des rendez-vous de réparation à domicile ou bien remorquer le véhicule dangereux jusqu'au garage. Deuxième mot, c'est en fait pratiquement le troisième déjà, largage. La France annonce à son tour vouloir larguer de l'aide humanitaire par avion à Gaza. Le pire scénario de famine est en cours à Gaza, alerte aujourd'hui une agence onusienne. Les nouvelles livraisons d'aide humanitaire sont encore jugées insuffisantes par les agences internationales. La diplomatie française indique donc qu'aujourd'hui vouloir à son tour procéder à de tels largages aériens d'aide au-dessus de Gaza. Annonce au lendemain de ce discours de Jean-Noël Barrot à New York au siège de l'ONU, réunion sur la solution à 2 États en l'absence des États-Unis et d'Israël. Mais le ministre français des Affaires étrangères a donc livré une plaidoirie appuyée en faveur du droit des Palestiniens à un État. La France reconnaît comme sacré le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Parce qu'il n'y a rien de plus précieux pour l'homme que la dignité de se tenir libre et debout sur la terre dans laquelle plongent ses racines. Parce que le priver de ce droit conduit inévitablement au ressentiment, à la violence et à la guerre. C'est ainsi que la France se tint aux côtés du peuple d'Israël lorsqu'après une longue histoire d'exode et de persécution, il disposa enfin d'une terre, d'un État et qu'il entra en peuple libre dans la communauté des nations. La France reconnaît ce même droit aux Palestiniennes et aux Palestiniens. Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, hier au siège de l'ONU à New York. Aujourd'hui, pour la première fois aussi, le porte-parole du ministère français des Affaires étrangères a également qualifié d'actes de terrorisme les violences commises par des colons israéliens en Cisjordanie. Troisième mot, remboursement. Le Rassemblement national commence à rembourser le Parlement européen. Oui, l'addition est salée. 3 500 000 euros à rembourser pour l'affaire des assistants parlementaires jugés fictifs, car travaillant en réalité pour le parti et non pour le Parlement. Et
Eh bien, nos confrères de BFM TV et du Parisien aujourd'hui en France nous révèlent que le RN a trouvé un accord avec le Parlement européen, Paul Vinel. Tout à fait, Félix. Après sa condamnation, le Rassemblement national s'acquitte progressivement de sa dette puisqu'un premier paiement a été effectué. Selon BFM TV, le RN a conclu la semaine dernière un accord financier avec le Parlement européen. Les 3,5 millions d'euros sont payés en 2 versements. Un premier d'1,5 million a déjà été réalisé. Et quant au second, il interviendra à partir du mois d'octobre. Pour rappel, le préjudice total s'élevait à 4,5 millions d'euros. Mais le Rassemblement national avait déjà versé 1 million d'euros lors de la procédure. Pour réclamer cette somme, le Parlement européen n'avait pas tenu d'attendre la décision du procès en appel prévu à l'été 2026. Pour rappel, c'est dans cette même affaire que Marine Le Pen a été déclarée inéligible pour une durée de 5 ans avec exécution provisoire en attendant l'appel. Les précisions de Paul Vinel pour Sud Radio. Raphaël Rémy-Leleu, le RN a payé sa dette, c'est bon, il peut continuer ? Continuer à détourner l'argent du Parlement européen, non, il serait temps d'arrêter. Je vous avais fait une question pour vous, c'est bien, vous avez bien jonglé. Mais écoutez, j'essaye de suivre. Non, mais c'est quand même assez terrible de se dire qu'on a un parti aujourd'hui qui a un vrai poids politique dans le pays, qui en est à ce stade-là, parce qu'il y a la condamnation, il y a les intérêts, mais il y a tout le système qui avait été mis en place par le Rassemblement national et qui était quand même effrayant à la fois par l'aspect enrichissement collectif et non pas personnel, ils nous l'ont répété suffisamment, mais un enrichissement collectif qui se faisait sur le dos des contribuables et de la démocratie européenne. Donc j'espère qu'on prendra un petit peu conscience de ce que tout ça veut dire. Madi Saïdi ? Mais écoutez, c'est bien qu'ils reconnaissent et qu'ils remboursent, mais je trouve qu'il y a une forme d'hypocrisie à l'égard du RN, évidemment, puisque c'est le RN. Les pratiques qu'on reproche au RN sont faites dans beaucoup de partis politiques, et je veux que n'importe quel responsable de parti politique ose me dire que ça ne se fait pas, ça se fait toujours fait. Oh moi je vous le dis, le chauffeur de Marine Tondelier, déjà, elle n'en a pas, il est pas payé par le Parlement européen. C'est toujours fait, peut-être pas au même niveau, que ce soit sur les collaborateurs, que ce soit à l'Assemblée nationale, même au Sénat, les collaborateurs, ça c'est des collaborateurs de famille, on sait très bien qu'ils recrutent des gens qui font le boulot sur le terrain, ça c'est toujours fait. Mais il y a une forme d'hypocrisie politique depuis toujours sur ces questions-là, et c'est le RN qui a été pris. Tant pis, et j'espère que les autres seront pris de la même manière et qu'ils auront aussi la même honnêteté de rembourser. Les modems avaient déjà été... Voilà. Ouais. C'est le deuxième. C'est pour vous dire que c'est pas une pratique qu'ils ont inventée. Puis on a eu plein d'autres au cours de l'histoire, effectivement. Il y a eu non-lieu, je crois, pour le modem. Au final. À rechecker, je n'ai pas l'information. Les modems, ils ont été accusés de la même manière, c'est-à-dire oui, mais accusés, pas condamnés, et puis c'était pas du tout les mêmes montants aussi. Ah non, mais c'est pas il y a eu l'affaire Fillon, il y a eu Cahuzac, on a eu plein des histoires. Oui, mais du coup, comparons ce qui est comparable. Là, on parle d'un système à 4 millions d'euros. La pratique, c'est exactement la même. Les enjeux européens sont beaucoup plus importants financièrement parlant, c'est pas l'Assemblée nationale. Mais là, on n'est pas sur une question uniquement de pratique, on est sur une question de détournement de fonds. C'est grave de parler de ça comme n'étant qu'une pratique. Je ne dis pas que c'est une pratique, je dis que c'est une pratique qui existe et chez tout le monde. Donc traitons tout le monde de la même manière. Et non, et heureusement, pas tous les écolos font pas du détournement. Non mais tous les partis en France ne font pas du détournement de fonds. J'espère bien que non. J'espère que notre démocratie va un petit peu mieux que ça. Et d'ailleurs, ils sont suivis puisqu'il y a un système de vérification sur le financement des partis. Voilà. Là où c'était un peu particulier, c'était sur le Parlement européen, puisque ce qui était avancé par certains, c'est qu'ils ne maîtrisaient pas le dossier. Et Modem et le RN ont avancé grosso modo à peu près les mêmes arguments. Après, c'était pas les mêmes peines, on est d'accord. Bon, alors pour continuer sur les tensions politiques, l'actu politique, ce sont donc ces tensions entre Rachida Dati et Michel Barnier à Paris. Oui, quand LR négocie avec LR, Michel Barnier a officiellement été désigné candidat hier soir pour représenter les Républicains dans la législative partielle à Paris. Sauf que la ministre de la Culture annonce dans la foulée se présenter quoi qu'il en soit. Elle, qui doit aussi représenter la droite et le centre municipal de l'année prochaine dans la capitale. La direction d'LR indique donc cet après-midi vouloir trouver un accord avec Rachida Dati d'ici la rentrée. C'est ce qu'espérait d'ailleurs hier soir la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse. Il faut trouver un accord avec Rachida Dati. Je pense qu'elle est de très loin la mieux placée pour faire gagner Paris. Et donc, il y a encore un peu de temps. Je crois que cet accord est possible et je pense qu'il faut qu'on aille négocier très très vite avec Rachida Dati un accord gagnant-gagnant, législatif contre municipal à Paris. Valérie Pécresse de LR exaucée, la direction du parti entend en tout cas s'atteler à trouver cet accord avec Rachida Dati. On sait où va l'amour de Valérie Pécresse, m'a dit Saïdi. Oui, non, mais c'est pas simple. Mais ça, c'est l'autre de beaucoup de partis politiques où malheureusement, au moment des investitures, il y a souvent des guéguerres internes. Là, c'est vraiment dommage parce que Paris est en passe de basculer.
n'en déplaise à ceux qui sont au pouvoir. Et je crois que Rachida Dati est bien placée, en effet. Peut-être qu'il faudrait trouver un accord. Soit elle va au municipal et lui à la législative, mais c'est pas simple. Bon, Raphaël Rémy-Leleu, c'était notre sujet d'hier, c'est pour ça. Mais oui, je sais, n'avais pas oublié la gauche. J'ai entendu, j'ai écouté. Non mais Paris est prête à basculer. En tout cas, c'est ce à quoi a envie de croire très très fort la droite parisienne. Mais en vrai, le spectacle qui est donné aujourd'hui serait drôle s'il n'était pas aussi effarant. Et on voit que c'est des tentatives d'arranger les bidons plus que d'œuvrer pour avoir des députés intéressants pour Paris. Voilà, une bonne chose de dite. Merci les garçons, merci messieurs, Félix Mathieu et Paul Vinel. Dans un instant, votre grand débat du jour, Donald Trump a fixé un nouvel ultimatum de 10 à 12 jours à Vladimir Poutine pour mettre fin au conflit en Ukraine, faute de quoi des sanctions renforcées pourraient être appliquées, notamment contre les pays commerçants avec la Russie. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué cette prise de position comme un signal fort en faveur de la paix, tandis que Moscou dénonce un jeu dangereux aux conséquences potentiellement majeures. Même pas peur, Vladimir Poutine. Le Kremlin annonce qu'il ne répondra pas à Donald Trump et qu'il en prend bonne note. Une version édulcorée de « Cause toujours, tu m'intéresses ». À force d'être déçu par son ami, Donald Trump peut-il vraiment se fâcher? Mais vraiment, d'où la question qui change la face du monde et que nous vous posons. Trump serait-il capable de déclarer la guerre à la Russie? Oui, c'est la question sur le compte X de Sud Radio. Et bien sûr, on va en débattre. Et il y a le 0826 300 300 aussi. Vous le savez, vous pouvez nous appeler si vous avez un truc à dire ou si vous avez une opinion sur le sujet. Pour en parler, nous sommes avec le général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU et auteur du livre D'un monde à l'autre aux éditions Robert Laffont. Bonsoir, mon général. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Alors mon général, question simple, pourquoi est-ce que Trump fixe ce nouveau délai de 10 jours à Poutine? Pourquoi il y va pas carrément, quoi? On était surpris en fait qu'il fixe un délai de 50 jours. Personne ne comprenait. On pensait que c'était parce que la saison de golf durait 50 jours. Et on s'aperçoit que peut-être a-t-il terminé plus tôt sa saison de golf et qu'il se résout enfin à traiter sérieusement le problème de l'Ukraine. Ouais, en tout cas, il n'est pas content, clairement. Une autre version de la guerre du Golfe, d'une certaine manière. Enfin. Voilà, ça c'était Frédéric Brindel, général. Allez, vous restez avec nous, général, et vous aussi, auditrice, auditeur de Sud Radio. Il y a le débat qui arrive et c'est un vrai sujet. On vous le rappelle, vous pouvez voter sur X. Trump serait-il capable de déclarer la guerre à la Russie? À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vraie voix Sud Radio. 17h-20h. Frédéric Brindel, Judith Belair. Avec nos deux vraies voix ce soir qui sont pas toujours sur le même point de vue. Et c'est exactement comme ça qu'on concevait les débats ce soir. En même temps, il y en a une qui est assise à gauche et une à droite. J'ai envie de dire. On s'ennuierait autrement, on s'ennuierait. Oui, c'est bien pour ça qu'on aime bien ce duo. D'un côté, Madi Saïdi, directrice conseil en communication d'Influence et auteur. Et de l'autre, Raphaël Rémy-Leleu, conseillère de Paris, écologiste et co-autrice aussi. Donc du coup, enfin là, dans ce cas-là, de Beyoncé est-elle féministe? 17h34, c'est le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Donald Trump hausse une nouvelle fois le ton face à Vladimir Poutine depuis l'Écosse. Le président américain, je crois qu'il était sur un golf, non, a fixé un ultimatum de 10 à 12 jours à son homologue russe pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Il menace de sanctions sévères, y compris à l'encontre des pays commerçants avec la Russie. Une pression supplémentaire dans un contexte où les négociations stagnent. Trump se dit très déçu par l'attitude de Poutine, malgré les liens qu'il avait mis en avant par le passé. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, lui, salue cette détermination venue des États-Unis, mais Moscou réagit sèchement. L'ancien président Medvedev dénonce un jeu dangereux qui pourrait mener à une guerre élargie. Dans cette nouvelle démonstration de force diplomatique, le temps est compté. Les sanctions économiques, déjà fait. Les livraisons d'armes à l'Ukraine, déjà fait. Les pressions diplomatiques, c'est tous les jours. Alors, Donald Trump est déçu par son vieil ami Vladimir Poutine. Il lui laisse 10 jours avant... Quoi, au fait? Oui, encore une sanction qui touchera une oreille du président russe sans effleurer l'autre? Ou alors, une action marquante? La question vous est donnée sur le compte X de Sud Radio, je vous la pose. Trump serait-il capable de déclarer la guerre à la Russie? Et vous dites non à 79%.
Quelle finesse, Frédéric Brindel. Pour en parler, nous sommes avec le général Dominique Trinquant, qui est ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU et auteur du livre D'un monde à l'autre aux éditions Robert Laffont. Alors, général, la question c'est pourquoi 10 jours de sanctions, mais c'est surtout à quoi ça sert les sanctions à un moment donné. C'est-à-dire que on a l'impression que le président Poutine n'en a strictement rien à faire. Donc, est-ce qu'à un moment donné, le but c'est pas que si effectivement il réagit pas, on se prenne une guerre, quoi, une vraie, entre les États-Unis et la Russie? Non, alors je pense qu'effectivement les sanctions sont trop molles et trop progressives et donc ne font pas assez pression sur Monsieur Poutine. Maintenant, sur le long terme, elles font effet quand même. Et là, les sanctions dont on parle à propos des États-Unis sont ce qu'on appelle les sanctions secondaires, c'est-à-dire les sanctions qui toucheraient ceux qui utiliseraient les produits fournis par la Russie. Et on pense en particulier à l'Inde et la Chine. Et là, je pense que l'application va être extrêmement compliquée. Oui, parce qu'on peut pas imposer à des États souverains de plus utiliser tel ou tel produit ici. Qui plus est quand c'est la Chine. C'est-à-dire qu'on peut lui imposer des sanctions économiques importantes, des taxes. On a bien vu que le président Trump adore jouer avec les taxes. Il vient de réussir à un coup avec l'Union européenne avec 15% de taxes hier. Avec la Chine, il pourrait augmenter. Avec l'Inde, il pourrait augmenter. Mais je crois que ce qu'il faut bien voir, c'est que ces sanctions sont trop molles, comme je le disais, et trop progressives. Il faut des sanctions extrêmement dures, brutales, parce que ça touche la Russie aujourd'hui. Les fonds russes, la réserve russe est en train de fondre, parce que la guerre lui coûte extrêmement cher. Et si vous voulez, le président Poutine pense qu'il va réussir dans les 6 mois. Mais dans les 2 ans, il est très très mal. Et donc le problème, c'est d'accélérer le processus en cours. C'est le temps long, quoi. Ouais. Bon, alors avec vous, en général, nous allons évidemment aborder quand même la question épineuse qu'on soulève. Alors c'est vrai avec un petit peu de provocation, mais quand même sur la partie militaire. Mais restons sur cette partie, on va dire négociation. Raphaël Rémy Leleu, est-ce que dans ce monde, finalement, aujourd'hui, pour intervenir directement sur le conflit en Ukraine, il n'y a plus que Trump ? Non, je ne crois pas. Il y a aussi l'Union européenne, même si elle doit retrouver sa place. Ça a été peu évident, notamment après l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche. Mais là où je suis très d'accord avec le général, c'est que on est en train, depuis des mois et des mois maintenant, de s'enliser en pensant que face à la Russie, et surtout singulièrement face à Vladimir Poutine, on peut simplement mener une négociation. Alors qu'on parle d'un État qui a décidé d'envahir l'Ukraine et de mener une guerre d'agression. Donc, il y a un moment, il faut aller beaucoup plus loin, y compris dans les sanctions économiques, y compris dans les sanctions vis-à-vis des alliés de la Russie, notamment la Chine. Et puis, on a toujours les avoirs. Et donc, se décider à utiliser véritablement les avoirs saisis en Russie ou à des oligarques russes pour financer le soutien à l'Ukraine, je pense qu'il faut passer cette étape. M'a dit Saïdi, il y a Dimitri Medvedev qui a affirmé sur X, chaque nouvel ultimatum est une menace et un pas vers la guerre, pas entre la Russie et l'Ukraine, mais avec le propre pays de Trump. C'est assez clair quand même. Oui, c'est un peu, c'est même, ça fait même un peu peur. Il sert à ça, c'est son rôle. C'est un peu le bouffon du roi, Medvedev, l'ancien président. Ils disent ce que pense Poutine, on va le dire sincèrement. Il surabonde. Il surabonde, mais c'est sûr qu'il dit, en tout cas, quelque part, la pensée de Poutine. Moi, honnêtement, je ne sais pas ce qu'on pourrait faire de plus, en vrai, parce qu'on a tout essayé, en tout cas en termes de diplomatie. Oui, mais ce que dit Raphaël Rémy Leleu, ça laisse entendre que on ne le fait pas suffisamment au niveau des sanctions. Des avoirs, par exemple, m'a dit. Oui, après, il y a l'histoire des avoirs. Je ne sais pas si on aura le courage d'aller jusque-là, mais honnêtement, à part tout ce qui a été dit là, je vois pas ce qu'on pourrait faire de plus. La chose qu'on pourrait faire vraiment de plus, c'est après les 10 jours qu'a posé d'ultimatum, d'ultimatum, j'aimerais bien savoir ce qu'on va faire. Et la vérité, c'est que moi, je ne crois pas une seconde qu'on attaquerait la Russie, parce que toutes les fois où l'Amérique attaque, elle sait aussi qui elle attaque. La Russie a quand même des alliés comme la Chine, et honnêtement, ce serait en tout cas faire en sorte qu'on tombe dans une 3e guerre mondiale. Et honnêtement, c'est pas ce qu'il faudrait aujourd'hui. Il faut trouver d'autres moyens de négociation, d'autres moyens de pression peut-être plus fort, plus puissant, mais aujourd'hui, je pense que Poutine, il s'en fout pas mal. D'ailleurs, la preuve, après ce qu'a dit Donald Trump, il a bombardé sans même hésiter. Général Trinquant, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre, mis à part mettre la pression avec des sanctions, en fait? Peut-être cette histoire des avoirs, comme nous proposait Raphaël Rémy Leleu à l'instant.
Alors, juste de réflexion sur ce qui vient d'être dit. Oui, ne nous intéressons pas trop à ce que dit Monsieur Medvedev, c'est le fou du roi, le bouffon. Il est chargé en permanence de renchérir, et ça n'est pas la pensée du président Poutine. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que oui, on est trop faible, et aujourd'hui, je pense que Monsieur Trump est en train de réaliser qu'il n'y aura jamais de négociation avec Monsieur Poutine. Ça ne marchera pas. Et donc, la pression doit être maximum, comme je l'ai déjà dit, mais finalement la clé, est-ce que c'est pas Monsieur Poutine? Et est-ce que l'essentiel des pressions, quelles qu'elles soient, ne doivent pas être dirigées directement vers Monsieur Poutine en lui faisant comprendre qu'il va perdre son pouvoir, parce que la seule chose qui l'intéresse, c'est de garder le pouvoir. Et comment on fait alors là pour lui faire perdre son pouvoir à Monsieur Poutine? Écoutez, on a parlé de changement de régime. Alors je sais bien que tous les diplomates paniquent quand je parle de changement de régime, mais il y a un moment où il faut se résoudre à se dire qu'il va falloir monter des manœuvres pour que, en interne, le pouvoir russe change. Parce que le président Poutine ne changera pas, lui. Il a annoncé il n'y a pas très longtemps que de toute façon l'Ukraine devait être russe. On ne parle pas des 5 oblasts, on parle de l'Ukraine. Bon. Que là où un soldat russe posait le pied, c'était la Russie. Donc on est dans un truc complètement fou. Eh ben, il faut comprendre que c'est un truc complètement fou, que nous n'acceptons pas, et qu'on acceptera de discuter avec des Russes qui n'ont pas cette mentalité. Grattons cette piste alors, parce que, bon, juste, mon général, une question. On est bien d'accord que l'idée de dire on fait 2-3 frappes stratégiques sur le Kremlin pour éliminer éventuellement Poutine, c'est un film de James Bond, c'est rien d'autre. Je vous pose quand même franchement la question, répondez-nous. Oui, mais vous savez, en fait, ce qu'il y a d'important pour Monsieur Poutine, c'est qu'il sache que ça peut arriver, qu'il sache qu'il va être ciblé. Qu'il sache qui ça va être ciblé. On a, vous savez, alors là, dans les James Bond, qui parfois dépassent la réalité, vous avez plein d'exemples. Hein. Vous savez, la fameuse petite lumière rouge qui s'allume sur le front d'un homme. Voilà. Et il faut, à un moment, qu'il se dise, oui, je suis la cible, je vais perdre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que d'autres qui sont autour de lui et qui ont de l'influence comprennent que c'est lui l'empêcheur de tourner en rond, et que s'ils veulent continuer à bénéficier de la vie large dont ils bénéficient, il faut que ce soit Poutine qui s'en aille. Donc je pense que on n'est jamais allé jusque-là. Et pourtant, comment faire autrement? Raphaël Rémy-Leleu, les gens qui se sont opposés à Poutine, ils sont suicidés assez régulièrement. Hein, ils sautent des ponts, des fenêtres, emprisonnés, empoisonnés. Bon, c'est compliqué de s'imposer à Poutine, hein. Oui, mais quand on parle d'un changement de régime, et je pense qu'en effet, il faut aussi évoquer cette idée-là et l'analyser, on peut le faire par des soutiens à l'opposition démocratique à Vladimir Poutine. Et alors, il y a quand même une large variété d'opposition démocratique à Vladimir Poutine. Ça peut être aussi en allant frapper au porte-monnaie, encore une fois, celui des oligarques, avec des saisies, avec plus de fermeté sur les marchés internationaux, sur les marchés bancaires, sur quels sont les avoirs qui aident à l'effort de guerre russe et les geler. Et puis, faut aussi se dire qu'on a quand même une possibilité qui est celle de faire comprendre à Poutine qu'il n'aura plus accès à rien, y compris au sein de l'Union européenne. On a un slogan chez les écolos au Parlement européen qui est « Isolons Poutine, isolons les maisons ». Ça peut sembler totalement délirant, ça peut sembler un peu lointain, mais en fait, on achète toujours au sein de l'Union européenne du gaz à la Russie. Et rien ne va dans cette histoire, il faut pouvoir isoler la puissance russe. C'est ça qui est terrible, parce que ça fait 3 ans ce conflit, il y a énormément de dégâts, les pauvres Ukrainiens essayent de se défendre, et ça veut dire, de ce qu'on entend, Madi Saïdi, que on ne fait pas tout de ce qu'on pourrait faire. Oui, évidemment qu'on ne fait pas tout. Moi, je me souviens Mais c'est une honte. Bah oui, non seulement c'est une honte, et puis c'est mentir aux Français. Moi, je me souviens de Bruno Le Maire qui nous avait promis de mettre à genoux l'économie russe. Mais on attend toujours. Et ce qui est terrible, c'est qu'en plus, on continue à leur acheter du pétrole du gaz, par en dessous. C'est scandaleux. À un moment, soit on a de vrais moyens économiques et on croit qu'on est capable de faire quelque chose. Les moyens. Bah oui, c'est ça la vraie question. On est capable de faire quelque chose et on y va. Soit on continue dans la diplomatie, et à mon avis, dans 4 ans, on est encore là, parce que Poutine n'a pas peur du tout. Poutine, je pense qu'il n'imagine pas une seconde que la pression européenne va lui faire changer d'avis. Il n'a pas peur du tout des Européens. D'ailleurs, les Européens sont complètement sortis du discours. Aujourd'hui, c'est Trump qui est à la manœuvre, et c'est lui qui essaie de négocier comme
comme il peut. 0826 300 300, vous le savez, vous pouvez réagir à ce que vous entendez à notre antenne. On est toujours avec notre auditeur Claude. Claude, est-ce que vous trouvez qu'on est trop mou par rapport à la Russie? Alors, c'est un peu, moi, ça m'effraie un peu tout le discours que j'entends. Je suis ni pro-russe, ni pro-troc, ni pro que ce soit, moi je suis pro-France. Donc le reste, c'est différent. Faut pas oublier que l'Ukraine, ça fait quelques années déjà que ça traîne autour, notamment avec le traité de Minsk qui avait été, donc c'était clairement dit, pour permettre à l'Ukraine de s'armer. Donc c'est une préparation derrière. Il y a eu 18 000 morts en Ukraine, donc ils m'ont parlé de leur propre population. Ça, par contre, ça on oublie totalement. Et c'était un État extrêmement corrompu avant. Il y a encore des milliards qui sont partis et il y a des traces de milliards qui ont disparu. Donc ça, faut le garder en tête. Oui, mais excusez-moi, mais ça ne justifie pas. Claude, ça ne justifie pas. Non, je fais mon métier. Si vous me permettez de vous interrompre, vous pouvez continuer à parler après. Ça ne justifie pas l'invasion russe. C'est pas parce que l'État est corrompu ou pas qu'ils ont le droit de l'envahir. Juste un petit rappel. Rappelez-vous Cuba. Cuba, on a dit OK, pas de souci, on élimine les Russes de là. D'accord? Donc si ça avait été la même chose au niveau du territoire américain, les Américains auraient fait exactement la même chose. C'est pas comparable puisque Cuba avait une proximité politique à travers le communisme. Autrement, pour revenir sur Trump. Trump, lui, c'est uniquement ce qu'il cherche, c'est récupérer son argent. Récupérer l'argent qui a été investi. Tout ce qu'il cherche. Donc là-bas, il y a des terrains, il y a des minéraux, ainsi de suite. Il y a ce qu'il faut, il y a largement ce qu'il faut. Donc il peut être l'homme de la situation pour faire plier Poutine, c'est ce que vous dites, non? Non, c'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis. Moi, je dis qu'il y a uniquement une question, c'est uniquement une question de pognon qui intéresse. Le reste, il s'en moque totalement. Prendre les avoirs, ça, on appelle ça du vol. Prendre des avoirs, c'est du vol. Vous voyez, c'est-à-dire que là, on n'a pas le droit de voler l'argent comme ça. Ça, c'est totalement scandaleux. Après, ce qui est totalement délirant, c'est totalement. Envahir un pays, c'est OK, mais saisir les avoirs, c'est du vol. Sud Radio, on vous a bien entendu, Claude. On vous remercie beaucoup pour votre opinion. On vous a bien entendu. On va laisser le mot de la fin au général Trinquant, s'il vous plaît. Alors peut-être pas forcément réagir, ou peut-être carrément réagir à ce que vous venez d'entendre, mon général. Non, parce que écoutez, les réflexions, je les entends tous les jours. Alors, je suis pas pro-russe, je suis pro-France, d'accord, et à la fin, on sort le langage pro-russe. Donc, s'il vous plaît, on ne fait pas la guerre comme l'a fait Monsieur Poutine, qui est dans un pays hyper corrompu. Car l'Ukraine était peut-être corrompue, mais la Russie aussi, beaucoup. Et aujourd'hui, l'économie de guerre est en fait un système qui sert Monsieur Poutine. Voilà. Et il faut arrêter cette guerre. Et il ne répond pas aux demandes de cessez-le-feu qui sont envoyées. Voilà le mot de la fin que je souhaite. Merci beaucoup, mon général. Général Dominique Trinquant, je rappelle que vous êtes ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU et auteur du livre D'un monde à l'autre aux éditions Robert Laffont. Merci pour vos paroles de sagesse toujours précises. Ah oui, c'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Qu'est-ce que j'aurais aimé être militaire sous vous, mon général. Voilà. Vous n'auriez peut-être pas été satisfait non plus. Déclaration d'amour en direct. Allez, si vous voulez jouer avec nous, réagir à ce que vous entendez à l'antenne, c'est le 0826 300 300. Vous le savez, Aude vous attend au standard. Merci d'avoir choisi Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, votre avis fait la différence. Oui, bonjour Sud Radio, merci de votre émission de donner la parole aux territoires sur les campagnes. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brandel, Judith Belair. Et à 17h52, on se fait plaisir sur Sud Radio. On vous rappelle d'abord nos vraies voix, n'est-ce pas? Nous sommes avec Madi Saïdi, qui est directrice conseil en communication, d'influence et auteur. Mais aussi... Alors, elle écrit aussi de très beaux livres, et notamment, elle l'a co-écrit celui-ci, Beyoncé est-elle féministe? Lisez-le, parce qu'il y a une vraie réflexion. Sinon, elle s'appelle Raphaël Rémy Leleu. Bon, Raphaël Rémy Leleu est donc notre autre vraie voix ce soir. Je rappelle qu'elle est conseillère de Paris, écologiste. Et nous recevons notre auditeur Marc qui nous appelle de Carcassonne et qui va jouer avec nous. Bonsoir Marc. Bonsoir. Défi Marc, hein. Attention, vous êtes fort en musique ou pas? Ça peut aller, on va dire. Allez. On va voir si vous avez les mêmes rêves que moi alors. On envoie le jingle et je rappelle les règles après, c'est ça? Ouais. Allez,
on y va. Les vraies voix Sud Radio, le quiz Et le de thème l'actu. aussi, hein. Voici le moment qui... Le moment qui fait plaisir à Frédéric. Qui est pour moi un vrai bonheur. C'est-à-dire, je vous explique le règlement. Vous êtes trois, donc Raphaël, Madi et Marc. Chacun joue pour sa paroisse et nous allons vous faire écouter 9 extraits. Il faut nous donner le plus rapidement possible l'interprète. On est d'accord? Vous êtes prêts? À chaque fois que vous êtes le plus rapide, vous marquez un point, le premier arrivé, etc., etc. Le thème proposé ce soir par Judith Belair, c'est le voyage. Et je vous préviens tout de suite, il n'y a pas la chanson Voyage, Voyage, ça serait trop facile. Bah non, c'est trop facile. Vous savez quoi, je ne sais plus l'interprète, donc de toute façon. Non, bah, c'était Désirless. Voilà, j'avais plus en tête. Vous l'avez, Marc, celle-là, Désirless. En tête, ça c'est bon. Voilà. Bon, moi, je vais mettre une petite pièce sur Marc. Elle est un peu plus pointue que ça. Vous avez raison. Elle est un peu plus pointue que ça, que Voyage, Voyage, hein, ma playlist, je vous préviens. Allez, numéro 1. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. Marc, vous l'avez? Pourquoi tu nous fais ça, Judith? Je vous ai dit que c'était pointu. Hein. Mais en fait, on aime bien l'écouter, la playlist de Judith. Après, Non? Il n'y en a aucun de vous? Une fois? Oh là là. Deux fois? Ça commence par L. Lou. Oui, ben là, j'avais dit, je ne peux pas donner le point. C'était louride. Louride. Mais de toute façon, vous n'allez pas. Ah non, mais j'adore la chanson, mais je l'ai plus. Bah dis donc. Mais c'est pas grave. Revisiter, c'est classique. C'est un coup d'épée dans l'eau puisque aucun point n'a été marqué. Donc le suspense, vous en fichez ce que j'ai. Donc le suspense reste total. On écoute des chansons là. Allez, extrait numéro 2. Ah mais si, Bowie. Ah, quand même. Eh oui, vous êtes déçus, Marc. C'est le problème de Raphaël, voilà. C'est-à-dire que... Mais oui, parce que Raphaël, vous prenez beaucoup de distance. Je viens là juste pour écouter la musique et paf, ça c'est la judocate que vous avez été. Ça doit être ça, ouais. Ça fait du bien d'entendre David Bowie sur Sud Radio. Allez, numéro 3. J'étais sur la route. Gérard de Palmas. Ah oui, de Palmas. Ouais. Bravo. Ok, ça, Marc, c'est faut bon, pas là. hésiter Là, à c'est- dégainer. Hein. Vous avez vu, elle va vite, hein, Raphaël. Hein. Alors, Je suis galant. Faut pas être galant, là, c'est chacun pour sa pomme. alors, Raphaël, c'est bien parce que c'est vous, mais ce n'est pas Gérard de Palmas, c'est Gérald. Hein. Gérald, mais C'est ça, comme si vous disiez que le Gérard, ministre c'était Gérard ça Darmanin. ça m'arrive vous est arrivé? régulièrement. Du coup, Darmanin, Ça voilà. doit lui plaire beaucoup. Allez, numéro 4. Non, c'est américain, c'est pas anglais. Vous pouvez rejouer, hein, Marc, hein, vous pouvez faire 2 réponses. Et m'a dit, vous pouvez jouer aussi. Oui, j'étais de jouer en fait. Mais je préfère me taire que de dire des conneries. Mais en fait, on la connaît. Ah, Marc a une proposition, Marc? Les Doors? Non, Non. pas du tout. Alors, il y avait les Beach Boys et puis il y en avait un autre. Ah Pas ça, mais je veux dire, mais... Bon, une fois, Les 2 gosses, fois, quand 3 même. fois, de Mamas and de Papas. Oh, pas du tout. Ah, mais ce sont elle les est choix un de peu Judith. terre. Judith est J'ai dit que hyper... c'était pointu aujourd'hui. Vous êtes totalement bilingue en plus. Enfin, vous Oui, êtes... bah oui. She's an American. Non, mais c'est chic. Vous n'êtes pas obligé de raconter ma vie aux auditeurs. Alors, 1, 2, 3, Alors, 4, 5, encore 5 extraits, 2, 0, 0, tout est encore possible. Allez, numéro 5. Oh là là. Ah, c'est pointu, je vous l'ai dit. Vous dites quoi, Le Marc? pire, c'est qu'on la connaît tous, mais bon. Bah oui, vous connaissez tous les sons que je vous ai mis, vous les connaissez. Le nom, ah là là. Bah, les années 80. Ah, C'est des je connais Anglais. les paroles, mais... Bah oui, non mais. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go? Ouais, bah oui, mais. Non, personne. Je vais pas redire Bah les Beatles, c'est enfin, les Non, amis. non, c'est pas là. les Beatles. C'est bien plus tard. Quand ça chante en anglais pour Marc, c'est les Beatles. Non, mais c'est sûr. Allez, un petit effort encore. On vous laisse encore 10 secondes. Si jamais dans le débat tout à l'heure, Madi et Raphaël ne sont pas d'accord, ça fera un Un clash. un clash. Oui, mais Les c'est clashs, trop tard. the C'est clash. trop tard. Voilà. Il reste 4 extraits. Tout est encore possible, mais encore Là, faut-il c'est plus répondre hein, quand facile même. normalement. Allez. Numéro 6. Une escapade à deux. La pluie m'assomme, gris m'empoisonne. Mais enfin, vous allez m'en trouver une quand même. Vous connaissez pas sa voix? Mais si, mais c'est une star. sa voix, oui, son nom, c'est autre chose. Merci, vas-y.
Madi rentre Quand même. dans le jeu. Ça fait 2 pour Raphaël, 1 pour Madi et Marc 0 pour l'instant. Ah, elle est dure aujourd'hui. Allez, Marc, à vous. Marc, vous pouvez encore gagner, il reste 3 extraits. Allez, numéro 7. Ah bah, les gauchistes. les gauchistes, on les reconnaît. Hein. Forcément. Ça y est, Judith, Judith a osé quand même. C'est-à-dire, vous êtes... Elle a pas entièrement fini sa page. J'explique aux auditeurs. C'est-à-dire que Raphaël Rémy-Leleu est parisienne, elle est écologiste. Alors, je suis nordiste à la base, attention. Elle est de gauche et nordiste. Merci. Et donc, c'est elle qui trouve Manu Chao, forcément. C'est surprenant. Bon, alors, Bon, désolé. ça fait plus fort 3, que moi. 1, 0. Ça veut dire que Marc peut prendre la 2e place encore et Madi Saïdi peut égaliser. Elle peut égaliser. Allez, numéro 8. Sting. Qui sera bientôt en région parisienne en mars prochain. Bravo. Grande fan. Ça, pour le coup, ça. Bon, c'est une victoire tonitruante de Raphaël Rémy-Leleu. Est-ce que Marc va égaliser contre Madi sur le dernier extrait? Je vous Marc, laisse. Je Marc, vous laisse. soyez fort, Marc. Gros risque. Et Madi ne se défendra en toutes circonstances. Bon, celle-là, vous allez la trouver, Madi. Oui, Aznavour, bravo Marc. Bravo, Marc a égalisé. Bravo. Il y aura Plus que j'adore. Mais bon, Il y aura 2 médailles d'argent ce soir. Madi Saïdi et Marc, notre C'est pas mal la médaille auditeur d'argent pour un point. Hein. de Bravo. Carcassonne. Ah, et puis j'adore Magnifique. Aznavour, c'est que j'ai pris plus de temps à chanter qu'à le Risque. qu'à le dire, c'est ça. Et Marc, vous restez avec nous puisque on va vous retrouver pour votre sujet dans un instant. Et bravo Raphaël Rémy-Leleu. 0826 300 300 si vous voulez faire comme Marc et faire à notre quiz musical tout dans la bonne humeur évidemment vous nous appelez, on est là pour jouer avec vous. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Oui, ma chère Judith Belair. Ouais, vous aimez bien quand je vous appelle comme ça. Bah, c'est-à-dire, ça tombe bien, c'est comme ça que je m'appelle. C'est pas vrai. Incroyable. Alors, nos 2 vraies voix ce soir. Madi Saïdi, directrice conseil en communication d'influence et auteur. Et vous allez voir, motivée sur l'ensemble des sujets que nous vous proposons ce soir. Tout comme son adversaire, je serais tenté de le dire. Raphaël Rémy-Leleu, conseillère de Paris écologiste et co-autrice de Beyoncé est-elle féministe. Mesdames, c'est à vous. Je pense que ça va être enlevé. Voilà. Non. Mais est-ce qu'elle est féministe, Beyoncé? Ah, très bonne question. Ça mériterait un bouquin, tiens. Allez, on reçoit... Il marche bien le bouquin, en fait? Écoutez, il marche bien puisqu'il a même été réédité. On l'a sorti il y a quelques mois en livre de poche. Combien Magnifique. de pourcentage en droit d'auteur vous avez? Rien du tout. Je reverse tout à une asso féministe. Bien, Enfin, ça c'était une bonne qui question. s'appelle Oser le féminisme. Vous ne seriez pas journaliste? Ouais, bingo. Bravo en tout cas, bravo à vous. Merci. Grand journaliste à côté de moi, Frédéric Brandel, effectivement. Arrêtez, non, je t'ai plus. 0826 300 300. Marc est toujours avec nous, Marc de Carcassonne. Marc, vous êtes là? Oui. Ah, alors Marc, vous voulez taper un coup de gueule en fait sur les droits de succession, si j'ai bien compris. Exactement. Alors vas-y, allez-y plutôt. On peut se tutoyer, vous inquiétez pas. En fait, vous êtes le cousin de Judith et on avait besoin de Twitter. J'ai mon cousin qui est à Carcassonne. Non, Allez-y. c'est pas vrai, c'est pas vrai. Croyez pas ce que vous entendez à l'antenne. Allez-y, Marc. En fait, ce coup de gueule, c'est que tout simplement, je crois qu'on travaille toute une vie, la vie est courte, hein. J'en ai fait l'expérience avec beaucoup de pertes, hein. Et je trouve que la vie passe trop vite, hein. Mais je pense que ce qu'on nous prend, en fait, une fois qu'on doit nous mettre entre 4 planches, hein, je trouve que c'est complètement illogique, hein. C'est anormal. C'est anormal parce que toute notre vie, tout ce qu'on gagne, on le gagne avec le fruit de notre labeur, quoi. Je veux dire, on trime tous, hein, si vous voulez, pour pouvoir gagner de l'argent, pouvoir nourrir sa famille, pouvoir essayer des choses, en fait, garder des choses pour ses enfants. Et quand je vois, en fait, qu'une fois qu'on décède, ce qu'on a voulu laisser pour que les enfants partent avec quelque chose, vous voyez, quelque chose de concret, en fait, et avoir un peu moins à faire que nous, en fait. C'est ça. Et je trouve qu'on se fait assassiner, mais
c'est énorme, quoi. C'est énorme. Ça part de 5 à 45%, vous vous rendez compte, par rapport à la somme, bien sûr, du bien que vous pouvez laisser. Alors que je trouve que tout ce qu'on a ou tout ce qu'on gagne, de toute façon, on paye déjà dessus. Il y a déjà des taxes qui sont là-dessus, donc c'est payé, quoi. On l'a gagné. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que les personnes qui arrivent à tomber des lois, si vous voulez, pour ça, eux, ils sont en fait au-dessus de nous. Ils nous donnent des lois, si vous voulez, ils nous tombent des lois comme ça qui sont complètement bidons. Et je trouve pas ça normal, quoi. Je trouve pas ça normal du tout. Et on n'est pas sur la même planète, quoi. C'est pas possible que des personnes puissent penser autrement que ce qu'on pense nous, quoi. Ouais, alors c'est une vraie question de fond, c'est une question philosophique, parce que l'autre jour, je regardais un documentaire et c'est vrai que, par exemple, on disait l'accès à la propriété n'est plus possible pour les jeunes que de ceux dont les parents leur transmettent. Et du coup, il y avait une espèce d'inégalité. Mais au-delà de ça, ce que dit Marc, c'est au coin du bon sens. Je ne trouvais pas le mot, mais c'est vrai, on travaille, c'est pour transmettre. Alors, qui prend la parole? Madi, Raphaël? On travaille, c'est pour transmettre. Malheureusement non, il y a beaucoup de gens qui, ne serait-ce qu'avec les fruits de leur travail, ont du mal à vivre déjà. Et transmettre n'est pas toujours l'option pour la suite, de la même manière que je suis contente que vous ayez parlé aussi de l'accession à la propriété, qui est de plus en plus difficile. Et donc, il y a une part croissante de la population pour qui la transmission n'est même plus un sujet, n'est même plus l'horizon, parce que on n'a pas les moyens d'avoir de quoi transmettre, on n'a pas les moyens d'acheter sa maison. Et ça, pour moi, c'est encore peut-être plus urgent à régler, parce que c'est vrai que c'est très impopulaire. Les droits, les impôts sur la succession. Enfin, ça fait mal, c'est dans des moments difficiles, c'est pas des moments où on a envie de penser à une charge financière supplémentaire. Et ce que disait Marc et ce qu'il le décrivait très bien, c'est vrai que ça semble injuste. Mais on a encore une fois des exonérations sur l'héritage jusqu'à un certain montant. Et il y a une majeure partie de la population qui n'atteindra même jamais ce montant. Donc c'est vrai que c'est compliqué de penser la justice fiscale vis-à-vis de ces questions-là qui sont toujours de toute façon très douloureuses. Alors, il y a effectivement les gens qui peuvent pas transmettre parce qu'ils n'ont pas grand-chose. Et puis il y a les gens qui ont un tout petit peu, qui ont une petite maison de famille, par exemple, qui se transmettent génération en génération, et que les enfants vont devoir vendre au décès de leurs parents parce qu'il faut payer les droits de succession et que ça coûte beaucoup trop cher et que du coup ils sont obligés de vendre en fait pour payer uniquement les droits de succession. Mais ça c'est un scandale, c'est qu'en France il y a un tabou autour de l'argent. Dans la conscience collective, ceux qui ont acquis quelque chose sont riches. C'est pas vrai. Il y a tellement de Français qui ont peu, voire rien, qui ont hérité et qui essaient de laisser quelque chose pour leurs enfants. C'est un scandale parce que je trouve que même c'est du vol. C'est du vol parce qu'en réalité, sur un bien immobilier, les propriétaires antérieurs ont déjà payé des impôts dessus, c'est déjà fiscalisé. Et c'est terrible d'avoir déjà un décès dans sa famille, de se retrouver dans une situation où on vous transmet quelque chose, il va falloir payer. Et beaucoup de gens se retrouvent dans des situations où ils n'ont pas les moyens de payer les droits de succession. Donc ils sont contraints de bazarder, de vendre ce bien familial pour pouvoir finalement obtenir un petit quelque chose qui n'est pas grand-chose finalement. Et on fait une loi avec un pourcentage et boum, c'est pareil. Et donc c'est injuste. Et puis il y a ça tous devrait ceux être variable en fonction des cas, quoi. Absolument. En fait, et puis il y a tous ceux qui refusent la succession parce qu'ils se disent ça va être trop cher, ça va être trop compliqué pour moi, je ne peux pas et je la refuse. Et ça, Marc, merci pour ce sujet, c'est un vrai sujet important. Ouais. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous. Je vous remercie. Je voulais juste, si je peux rebondir. Allez-y. Je comprends très bien qu'il y a des personnes qui sont vraiment en fait qui peuvent rien avoir. Mais après, les personnes qui l'ont obtenu, ils l'ont pas volé, quoi. Oui, voilà, c'est ça, c'est ce que disait aussi Raphaël, Rémi Leleu. Oui. C'est juste ça. Non, voilà. C'est vraiment un sujet très particulier et merci en tout cas de l'avoir. Voilà. Les auditeurs, si vous voulez dire ce que vous avez sur le cœur comme notre auditeur Marc, vous le faites au 0826 300 300, vous savez, vous le pouvez. Sud Radio, c'est votre radio, parlons vrai, à tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vraie voix Sud Radio. 17h-20h. Frédéric Brindel, Judith Belair. Vous avez choisi Sud Radio et vous avez bien raison. Il est 18h17. C'est l'info en plus de Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio.
Félix Mathieu, 2 prisonniers politiques viennent d'être secrètement exécutés en Iran. Mehdi Hassani, 48 ans, et Behrouz Ezani, 69 ans, avaient été arrêtés en 2022, torturés en prison. Ils étaient accusés, je cite, de rébellion, guerre et corruption sur terre, appartenance aux Moudjahidines du peuple, collecte d'informations classifiées, complot contre la sécurité nationale. Ils avaient été condamnés à mort à la fin de l'année dernière à la suite d'un procès qui a duré 5 minutes selon Amnesty International. On apprend donc aujourd'hui que les 2 hommes ont été pendus secrètement dimanche matin. Leurs proches l'ont su après coup, comme en témoigne la vidéo déchirante de la fille de l'un des 2 juste après avoir appris la terrible nouvelle. On va l'entendre peut-être dans un instant. En tout cas, ce qu'elle exprimait dans cette vidéo, c'est que elle ne savait pas, les proches n'avaient pas été avertis puisque son père, on va l'entendre. Je ne sais pas ce que je dois dire, je ne sais pas quoi faire. Je voulais vous confirmer qu'ils ont pendu mon père. Ça fait des heures que je n'ai pas de nouvelles de ma mère. Je ne sais pas si elle est allée essayer de récupérer le corps. Ils ne nous ont pas accordé la dernière visite avant l'exécution. Personne ne savait qu'ils allaient le pendre, même pas mon père lui-même. Il avait dit à ma sœur de passer le voir lundi. Je n'arrive pas à y croire, dit-elle. Réaction de la fille de l'un des 2 prisonniers politiques exécutés en Iran dimanche. Donc, pour en parler, nous sommes en ligne avec Emmanuel Razavi, grand reporter, spécialiste de l'Iran, co-auteur de La pieuvre de Téhéran, ouvrage qui vient de sortir aux éditions du Cerf. Bonsoir Emmanuel Razavi. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Vous nous expliquiez avant l'émission qu'il ne faut pas se fier au soi-disant côté réformateur de l'actuel président iranien. On est face à un régime impitoyable comme jamais. Ah ben oui, écoutez, si on prend en fait, en gros, une temporalité, on dira ces 10 dernières années, on n'a jamais autant exécuté en fait en Iran que sous la présidence en fait du président Pezeshkian, qui est un réformateur. Je mets le mot réformateur entre guillemets parce que les réformateurs avec les gardiens de la révolution en Iran détiennent 70% de l'économie. Ils sont très investis dans l'économie, si vous voulez, traditionnelle, mais aussi dans l'économie parallèle, à savoir le trafic d'armes, la prostitution en fait des mineurs et le trafic de drogue à grande échelle. Je le dis, j'insiste là-dessus. Trafic de drogue, c'est-à-dire qu'une partie de la drogue qui arrive en fait en France, notamment par bateau, par le Havre, c'est de la drogue en fait qui est acheminée grâce à une logistique iranienne et une logistique en fait du Hezbollah libanais qui ont des accords en fait avec les cartels colombiens. Massoud Pezeshkian, le président de la République islamique d'Iran, c'est un gardien de la révolution islamique. Vous savez, les gardiens de la révolution, c'est le bras armé du régime. C'est quelqu'un qui est complice de crimes contre l'humanité. Il faut jamais l'oublier. Je le dis parce que nos diplomates ont une fâcheuse tendance en Europe et notamment en France à vouloir discuter avec les réformateurs, entre guillemets, pensant qu'ils sont beaucoup plus fréquentables en fait que les conservateurs. Ce sont complètement en fait les mêmes. Ce sont les 2 faces d'une même pièce. C'est un moyen de peser sur la diplomatie internationale aussi, puisque l'Iran est l'objet d'un blocus, forcément. Donc, c'est un petit peu que ce qui s'était passé en Afghanistan. D'ailleurs, on développe une économie parallèle pour essayer de survivre, mais aussi on utilise ces exécutions pour envoyer des messages. Tout cela est enfin, le terme est peut-être mal choisi, mais cohérent dans la politique volontariste. Non, mais vous avez malheureusement tout à fait raison dans ce que vous analysez, c'est-à-dire que la République islamique d'Iran aujourd'hui, elle est à bout, elle est au bord en fait du précipice. Vous avez un Iranien sur 2 qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Vous n'avez plus d'eau potable sur 2 tiers du territoire iranien. Vous avez, c'est pas moi qui le dis, vous avez une étude qui a été publiée début juillet par la Fondapol, qui a été menée conjointement avec l'Institut Gaman, qui analyse les tendances en fait en Iran. 81% des Iraniens, de la population iranienne, qui dit ne plus vouloir de ce régime islamiste. Donc, pour se maintenir, je dirais, en place, le régime a besoin, en fait, plus que jamais d'être répressif. Ce qu'il a toujours été. Mais là, il dépasse, en fait, des limites qui sont absolument terribles. Il y a des handicapés qui ont été pendus, des gens qui sont jugés, vous l'avez rappelé tout à l'heure, en quelques minutes, parfois avec des juges qui se vantent de ne même pas avoir ouvert les dossiers de l'accusation. Vous imaginez, c'est une tragédie en fait que vit l'Iran aujourd'hui avec dans un silence assourdissant, si je peux me permettre, Emmanuel Razavi.
Mais Judith, vous avez absolument raison. Dans un silence assourdissant, c'est-à-dire qu'on a encore des imbéciles heureux ce soir qui vont place de la République manifester pour quelques andouilles qui sont allés soi-disant, qui voulaient aller à Gaza. Oui. Ces gens-là n'ont pas une larme pour ce que vivent les Iraniens. Je suis d'origine iranienne. Vous savez à quel point l'Iran me tient à cœur. C'est un scandale absolu qu'on laisse faire ça encore en France, que des députés, je les nomme de la France insoumise, si vous voulez, jouent le jeu des proxys de la République islamique d'Iran. C'est ce qu'on raconte avec Jean-Marie Montali. Vous avez la gentillesse de parler du livre qu'on vient de sortir, qui marche très bien, dans lequel on raconte comment les services secrets iraniens instrumentalisent l'extrême gauche, les extrêmes gauches en Europe et donc en France de façon extrêmement claire. On le raconte dans le livre, c'est juste pour vos auditeurs que je veux le spécifier. Pendant plusieurs années, de 2013 à 2018, dans des locaux du Parti communiste à Paris, vous avez des gens, des membres des réformateurs iraniens, donc je viens de vous raconter ce que faisaient les réformateurs en Iran, les soi-disant réformateurs, qui venaient donner des conférences, parler de la République islamique d'Iran. Nous avons des gens de notre diplomatie qui discutent avec les réformateurs, qui considèrent que ce sont des gens qui sont des interlocuteurs fiables, qui peuvent incarner, si vous voulez, un progrès pour l'Iran. Raphaël Rémy-Leleu, ce que j'ai relevé en tout particulier dans ce que vient de nous dire Emmanuel Razavi, c'est que c'est quand même l'Iran qui produit des drogues, ou qui en tout cas les déverse sur l'Europe, alors que c'est la charia, que les femmes n'ont pas le droit de montrer leurs cheveux et là-bas, et que finalement c'est eux qui bossent avec les cartels et qui déversent toute cette drogue sur l'Europe. Alors c'est un espèce de paradoxe que j'ai du mal à comprendre, moi. Oh, je ne crois pas que ça soit un paradoxe, c'est juste le cynisme absolu des régimes autoritaires face auxquels on peine à avoir des réponses appropriées, y compris parce qu'on cherche toujours à avoir une sorte de négociation un peu rationnelle, à se dire oui, mais tout de même, l'Iran peut être un partenaire sur ceci, sur cela, alors que, au-delà même du trafic de drogue, on voit depuis des années les exactions. Et là, on parle de ces exécutions politiques. On a vu des exécutions, des tortures d'un niveau de cruauté terrible, notamment pour des personnes homosexuelles. Et puis, je tiens à rappeler qu'on a encore 2 compatriotes enfermés dans les geôles iraniennes, dont on a très peu de nouvelles, y compris... Il y a le jeune franco-allemand. Il y a le jeune suite aux attaques sur la prison d'Evin, mais on a toujours Cécile Collère et Jacques Paris, dont nous n'avons pas de nouvelles les plus récentes, qui se voient dénier leur dignité, leur droit à la défense. Ils ont pris perpète, je crois. Et la diplomatie française, pendant des années, a joliment ça appelé la diplomatie des otages. Par un État iranien qu'on accepte de traiter d'égal à égal, on a un vrai problème. Mahdi Saïdi. Oui, je peux être que d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'est un scandale, ce qui se passe en Iran. Et finalement, c'est de l'hypocrisie. Le fait que, soi-disant, les femmes n'ont pas le droit de montrer leurs cheveux, qu'elles n'ont pas de droit, et à côté de ça, les mecs s'improvisent comme des dealers professionnels et ils nous abondent de drogue partout dans le monde. C'est l'hypocrisie de ce genre de régime. Et là où c'est terrible, je trouve qu'en France, on n'est pas assez courageux, on a une forme de lâcheté d'ailleurs à l'égard de ces régimes, on sait exactement ce qui s'y passe, personne ne dit rien. Moi j'aimerais bien que nos politiques qui s'offusquent par ce qui se passe ici et là fassent la même chose sur le régime iranien. On ne les entend pas, bien au contraire, comme ça a été dit tout à l'heure, ils sont souvent du mauvais côté de la négociation. Au contraire, soit ils les encensent, soit ils les reçoivent, soit ils pensent qu'on peut négocier avec ces gens-là. Et je crois que l'histoire nous a démontré qu'on ne peut pas négocier avec eux. C'est cette fermeté dont on n'a pas et ce manque de courage politique. Emmanuel Razavi, on est d'accord que l'Europe et la France ont une position extrêmement lâche par rapport aux islamistes et à l'islamisme en général. Et on conclura là-dessus, cher Emmanuel. Oui, on est absolument d'accord. C'est à la fois lâche et nullissime, et c'est s'asseoir clairement en fait sur des valeurs humanistes que nous sommes supposés défendre. Nous passons notre temps à nous prostituer face à ces islamistes, à la République islamique d'Iran notamment, mais c'est vrai aussi pour les proxys. Encore une fois, pas oublier, je le dis pour vos auditeurs, la République islamique d'Iran, c'est un des pourvoyeurs de fonds et d'armes du Hamas à Gaza. C'est important quand même de l'entendre. Oui. C'est un des pourvoyeurs de fonds du FPLP qui, lui, est marxiste, n'est pas islamiste, mais qui en l'occurrence a participé aussi au pogrom du 7 octobre 2023. Donc à un moment donné, on aimerait voir la France, qui a quand même une certaine constance depuis 1978, à toujours soutenir. On avait reçu Khomeini en France, aujourd'hui on discute en fait avec Massoud Pezeshkian, le président iranien. On a quand même une fâcheuse constante, si vous voulez, à être les interlocuteurs, si vous voulez, d'une république islamique qui est un État narco et un État
terroristes. Merci beaucoup Emmanuel Razavi. Bravo Merci pour à votre vous. courage. Je rappelle que vous êtes grand reporter spécialiste Merci. de l'Iran et co-auteur de La pieuvre de Téhéran, ouvrage qui vient de sortir aux éditions du Cerf. Merci Félix Mathieu. Merci à vous. À demain, Félix. À demain. Allez, 18h27, vous restez avec nous dans un instant. C'est l'actualité vue par nos vraies voix. Le tour de table des vraies voix. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brandel, Judith Belair. Eh bien, nous nous retrouvons dans le moment crucial. C'est-à-dire, jusqu'à présent, nos deux vraies voix ont montré leur qualité d'analyse, leur capacité à monter au créneau sur des sujets qui les concernaient, ou pas d'ailleurs. Eh bien là, c'est le sujet qu'elles ont choisi. D'un côté, Madi Saïdi, directrice en conseil en communication d'influence et auteur, et de l'autre, Raphaël Rémy Leleu, conseillère de Paris écologiste et co-autrice de Beyoncé est-elle féministe. Alors, chère vraie voix, voici le moment qui est le vôtre. L'actualité. Mais maniez-vous le tronc, on va bientôt se mettre à table. Ça sent l'artiste à cette table, ça sent l'artiste. Je suis épuisé, moi. C'est horriblement fatigant d'être intelligent. Le tour de table. De l'actualité. Le tour de table des vraies voix est votre sujet, Madi Saïdi. Les politiques et leurs promesses de campagne. Alors, par exemple, le cas Trump, qui est décrié chez nous, mais qui agit dans l'intérêt des États-Unis. Ils font des promesses, les politiques? Ah, ben, jamais. Non. Pourtant. Ah bon, d'accord. Les politiques ne font que ça. Et oui, évidemment, je voulais parler du cas de Trump, mais d'abord, je ne peux pas parler de Trump sans parler du cas de la France, évidemment. On va voir les municipales dans quelques mois. Au cas où on l'aurait oublié, il faut juste se tendre l'oreille et regarder comment nos politiques retournent et re-retournent leur veste. Moi, je rigole quand je vois ces politiques, notamment de gauche, malheureusement, qui découvrent que la sécurité, d'ailleurs, je devrais dire l'insécurité, n'est pas un sentiment, mais une réalité. Alors, c'est sans compter sur tous ceux qui, du jour au lendemain, reviennent sur ce qu'a été le combat de leur vie. Notamment le combat contre la vidéosurveillance, qu'on a dû renommer évidemment vidéo protection, parce que vous savez, ça fait plus sympa. Et il faut faire attention sur la guerre sémantique, parce que la gauche est très forte en termes de guerre sémantique. Donc on a transformé ça en vidéo protection, ça fait plus sympa que vidéo surveillance. Et quand je vois tous ces maires, notamment, je pense notamment au maire de Lyon, qui découvre qu'il y a des tags dans sa ville et qu'il faut très vite les nettoyer parce que c'est sale, et des municipales arrivent. Et quand je le vois aussi se battre contre le désarmement de la police municipale, moi ça m'éclate de rire. On m'avait dit ça il y a quelques années, je n'y aurais jamais cru. Mais ce qui m'intéresse, c'est les politiques qui finalement tiennent leurs paroles. Vous vous souvenez de la campagne? Vous n'allez pas nous dire qu'ils sont à droite, parce que sinon ça serait pas très... Ouais. Non, attendez. Ceux Moi, qui j'ai tiennent leurs aucun paroles, problème à parler de vidéosurveillance. ceux qui tiennent leurs paroles, et qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, eh ben, je vais vous parler de Donald Trump, finalement. Vous vous rappelez de sa campagne, il y a quelques mois encore, cette campagne acharnée face à Kamala Harris, j'allais dire Kamala Harris, parce que ma mère adore l'appeler Kamala, mais c'est Kamala Harris. Vous vous rappelez de cette campagne acharnée, les médias français, il est nul, il n'est pas capable, il va jamais arriver, des promesses intenables. Eh ben, voyez-vous, moi j'avais parié sur sa victoire. Donc il a gagné, et ce dont je voudrais parler dans la campagne de Donald Trump, c'est que contrairement à beaucoup de politiques, il avait fait d'une promesse de campagne, notamment la question de l'immigration. Une fois qu'il a été élu, quelques temps après, on a vu les avions s'enchaîner en reconduisant les Mexicains chez eux, mais pas que, puisque même les immigrés d'origine africaine en ont également fait les frais. Ben ça, c'était une promesse de campagne. Ah bah tiens, il l'a tenu, ce qui est assez rare. Il avait aussi, Donald Trump, la vérité, c'est que c'est un des rares candidats qui, je trouve, a pour seul fil conducteur l'intérêt des États-Unis et des Américains. Et d'ailleurs, il est en train de faire d'une réalité ce fameux slogan de campagne qui a été c'était quoi déjà? Make America Great Again. Mais c'est ça. Et donc, il est en train de le faire, on le voit, il tient ses promesses, et pas plus tard qu'il y a 48 heures, sur la question des douanes, on l'a vu, il est arrivé, son fil conducteur, c'était uniquement les États-Unis, rien que les États-Unis, et il l'a fait dans l'intérêt des Américains. Enfin, Madi, pardon, j'interromps, mais vous pouvez pas dire que cet homme ne manie pas le mensonge à volonté, c'est devenu une de ses armes. Un politique qui n'est pas capable de manier le mensonge ne serait pas un politique. Tenir ses promesses, c'est le mensonge par émotion. Lui, il a tenu ses promesses. D'ailleurs, ses grandes promesses de campagne, il les a tenues.
Et ça fait plaisir, honnêtement, moi ça me fait plaisir d'entendre des politiques qui disent ce qu'ils font et qui font ce qu'ils disent. Bon, okay. Et j'aimerais juste voir, juste une chose, j'aimerais bien voir après des municipales, tout ce qu'on est en train de nous promettre, tous ces retournements de veste, j'aimerais bien à 1 an des municipales, voir si finalement, quelque part, les politiques français tiennent leurs promesses. Quelque chose me dit que Raphaël Rémy-Leleu partage pas tout forcément de ce que vous venez de dire. Mais en fait, je suis assez triste de pas pouvoir le partager parce que justement, je trouve que vous avez une vision de la politique et des politiques qui laisse pas beaucoup de place à l'espoir, qui laisse même pas beaucoup de place au fait de dire que oui, on a des responsables politiques, qu'on est en droit de pouvoir aller secouer. Bah oui, vous parlez de vérité, par exemple, la promesse de Trump de finir en 1 ou 2 jours et la guerre en Ukraine et le conflit israélo-palestinien, on en est quand même très. C'est pas un engagement à l'égard des Américains. Bah, c'était dans ses promesses de campagne. C'était dans ses promesses de campagne. Mais néanmoins, est-ce que je vous ai envoyé sur le groupe de WhatsApp qu'on a pour préparer l'émission? Oui, comme ça, on a fait ça, il est sympa ce petit groupe. En fait, il y a des politistes qui ont travaillé en France justement sur les promesses de campagne sur les municipales. Donc c'est des scientifiques qui ont travaillé à ça, y compris sur les promesses de campagne des maires écologistes. Et je vous conseille cette saine lecture. Ah, eh bien voilà, merci Raphaël Rémy-Leleu. C'est marrant parce que toutes les deux, bon, vous placez, vous la gauche et vous pas juste les écologistes. Très bien, bravo. Alors vous avez la parole, Raphaël. Eh bien, vous allez la garder. Vous allez nous parler bouffe. Tiens, vous allez nous dire on mange quoi cet été. Focus sur les restaurateurs qui s'engagent pour la bonne bouffe. Bon, qui sont contre la loi du plomb, quoi. Bah oui, tant qu'à faire, mais surtout. On les a reçus. On a eu Marc Vera dans l'émission cette semaine. J'adore. Il a signé. Mais attendez, mais surtout, c'est un peu l'heure de l'apéro quand même là. Il est 18h30 passé. Avec modération. On va alléger le tout. Parce qu'on appelle ça l'apéro, on appelle ça la gastronomie, la bonne bouffe, le pique-nique. Je sais pas vous, mais moi, en fait, les vacances d'été, c'est certes des destinations, mais c'est aussi le plat qui va avec. Je sais que quand je vais aller à Sète, je vais manger de la tielle, que quand je vais à Sousse, ce sera du picodon, que quand on est à Marseille, on mange des pizzas dans la rue. C'est ça aussi, la France, l'été. Et certes, tout le monde ne peut pas partir en vacances. Un peu de bouillabaisse aussi, il n'y a pas que des pizzas à Marseille. Mais tout le monde dans ce pays a le droit, ou devrait avoir le droit, à une bonne bouffe. Et on a de la chance parce qu'on a un patrimoine culinaire qui est exceptionnel. On a des agriculteurs, des agricultrices, des restaurateurs, des restauratrices qui font vraiment des efforts par-dessus tout pour préserver ce patrimoine et nous permettre de manger correctement, sainement, qui évolue d'ailleurs sur le bio, qui évolue sur la question de la nourriture végétale. Mais c'est quand même extrêmement difficile pour elles et pour eux, y compris pendant l'été. Je ne sais pas si vous avez vu la dernière enquête. On estime qu'en France, il y a 20 restaurants qui ferment par jour. Oh. Après énorme. Le Covid, la crise est encore là, la crise économique pour le milieu de la restauration est encore là, et donc et puis il y a des gros problèmes de recrutement aussi. Il y a des gros problèmes de recrutement, il y a des problèmes d'approvisionnement aussi. La guerre en Ukraine n'a pas aidé, mais on a toujours des gens qui s'engagent pour le mieux manger, pour le mieux vivre, pour l'art culinaire français. Et parmi elles et eux, en effet, il y a 400 restaurateurs et restauratrices qui, je l'avoue, ont fait du bien, mon petit cœur d'écologiste, parce qu'elles et ils ont choisi de faire une tribune contre la loi du plomb. C'était il y a 5 jours. Et il le disait fièrement, nous restaurateurs faisons ce métier pour nourrir et pas pour empoisonner. Parce que le fait en effet d'avoir des produits bruts corrects, à des prix corrects, de qualité, sans pesticides, ça reste la première étape avant la bonne bouffe. Je vais être obligée de vous la faire, Raphaël Rémy-Leleu. Sandrine Rousseau, qui dit, elle en a rien à péter de ce qui se passe pour les agriculteurs. C'est pas ce qu'elle dit exactement. C'est un peu comme ça qu'on l'a entendu. Plutôt, c'est pas ce qu'elle pense, parce que c'est ce qu'elle a dit. C'est ce qu'elle a dit quand même. Elle a dit, c'est comme ça qu'on l'a reçu. Et voilà, mais c'est ça le problème, et c'est là où on voit le fossé qu'il y a entre le moment Prenez sa place, vous le faites bien, non? Écoutez, je peux pas être comme ça, député de Paris. Pas de mal, non, on ne touche pas à Sandrine. Sandrine fait son travail. Non, mais en fait, on ne touche pas à Sandrine, mais par contre, elle peut dire des énormes bêtises. En fait, c'est tout le problème, c'est que aujourd'hui, on a quand même une industrie qui nous fait de la malbouffe standardisée en pressurisant un maximum les coûts. Et donc, c'est quoi les coûts pour cette industrie-là? C'est le revenu des agriculteurs et des agricultrices. C'est la possibilité pour les restaurateurs et restauratrices de se fournir localement, en bio, bon marché. Et c'est en train d'étrangler toute une profession. Et ça, c'est une question qu'on doit pouvoir poser, peut-être en des termes un peu plus nuancés. Réaction en face de Madi Saïdi. Écoutez, je suis complètement d'accord avec ce qu'elle a dit. On ne parle de Sandrine Rousseau. Oui, parce que je suis désolée, mais on ne peut pas dire, j'en ai rien à péter, et je la cite, ce ne sont pas mes mots, de la rentabilité
des agriculteurs. Ça, c'est un scandale sans nom. En fait, elle disait des Ça a grands été dit. agriculteurs, Oui, des industriels agriculteurs. Oui, mais en tout cas, ce qu'on a entendu, c'est ça. Et je ne peux être que d'accord avec ce qui vient d'être dit. Ils n'ont pas très bien réagi, Nos d'ailleurs, agriculteurs, nos restaurateurs, c'est aussi le patrimoine français. C'est grâce à eux qu'on mange. Ils se battent pour nous. Et évidemment, ils méritent d'être traités autrement. Voilà. Enfin, faut pas non plus généraliser, parce Mais que c'est sinon- vrai qu'il y a aussi certains agriculteurs qui sont dans une démarche très mercantile, très industrialisée, et que ceux-ci Ah, mais doivent c'est être aussi... C'est un choix de société. Quand on voit ce qu'on mange dans d'autres pays, enfin, moi, je suis... On mange quand même très bien en France. Mais tiens, puisqu'on mange très bien, votre plat préféré là pour l'été, faites-nous kiffer un peu. Ah, c'est dur, ça. Ouais. Vous avez 1 minute. Non, j'ai un souvenir ému, picodon, olive d'oignons, assou en expliquez terrasse. ce que c'est, le picodon. Donc le picodon, c'est un petit fromage qu'on peut manger plus ou moins sec. Donc vous choisissez tous les jours chez le fromager, chez la fromagère, si vous voulez mou, coulant, dur, voilà. Et puis un gros bisou à toute l'équipe du festival Sous Chante Mozart. Madi Saïdi, votre plat? Ah là là. Ce n'est pas un plat français, en tout cas pour l'été. C'est ce qu'on appelle le caldou. C'est du riz blanc qui est cuisiné avec du poisson grillé, plein de légumes, et ça se fait chez moi, mon autre chez moi, parce que j'ai la chance d'avoir cette double culture et d'être et française et sénégalaise. Dans le sud du Sénégal, on a un territoire magnifique qui ressemble à la Corse en plus joli, c'est la Casamance. Attention, si les Corses nous écoutent. C'est là-bas. Qu'on fait ce fameux cadeau. Non, mais j'adore les Corses, et d'ailleurs, quand je parle de la Casamance, je parle de ma Corse à moi. Voilà. Mais en tout cas, maintenant, vous m'avez donné faim. Voilà. Merci beaucoup. Allez, restez avec nous dans un instant. C'est notre coup de projecteur. Alors que les vacances d'été battent leur plein, une nouvelle menace plane sur les départs en train. Les contrôleurs et chefs de bord de la SNCF brandissent à nouveau la carte de la grève. Un préavis a été déposé par le collectif Sudrail pour couvrir toute la période estivale, pointant du doigt des revendications salariales toujours ignorées selon eux, de quoi inquiéter de nombreux Français. Levez la tête, regardez le panneau d'affichage, vous êtes le Ouigo 7885 à 25 minutes de retard. Et ne vous plaignez pas parce que c'est arrivé souvent ces derniers jours. Ah, regardez, ça a changé, le Ouigo c'est 7885, maintenant ça fait 55 minutes de retard. Et désolé, impossible de changer votre billet, oui, parce que vous avez un Ouigo et là il n'y a que des inouïs. Ah, vous avez reçu un SMS d'ailleurs, stupeur, ça passe à plus d'1h30 de retard et la SNCF vous propose un remboursement. Bon, vite, ça fait 1 heure que vous auriez dû partir, racheter un billet. Cette histoire m'est arrivée, chers auditeurs, la semaine dernière, alors que je me rendais sur le Tour de France pour vous présenter l'émission spéciale des vraies voix là-bas. Ce sujet, j'en connais donc un wagon, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas les seuls, mais je vous pose la question, nous vous posons la question sur le compte X. Pour vos départs en vacances, le train est-il une option fiable? Répondez et donnez-nous votre avis, Judith. Et oui, tout à fait, au 0826 300 300. Et puis nous sommes avec Christian Broucaret, président de la FNOT Nouvelle-Aquitaine, qui est la branche régionale de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports. Bonsoir Christian, bienvenue. Bonsoir, merci. Bonsoir, chers confrères usagers, du coup, puisque j'étais usager aussi. Bon, on a raison de craindre des perturbations, a priori. C'est un peu scandaleux, j'ai envie de dire, sur les vacances. Tous ces gens qui économisent longtemps pour pouvoir aller voir leur famille ou profiter, tout simplement. On en a marre un peu, Christian Broucaret. Bien sûr, mais bon, il y a eu aussi des incendies dans le sud-est de la France et qui ont fait que les autoroutes ont été bloquées. Bon, c'est comme ça, c'est malheureusement, c'est des périodes qui sont difficiles quand on se déplace. Oui, mais quand on parle de grève... Ah, quand on parle de grève, alors ça, c'est que à la SNCF, c'est une philosophie d'avoir un préavis de grève du 1er janvier au 31 décembre. Ça pose peut-être le problème d'une culture d'entreprise. Bon, après, nous, en tant qu'usagers, on ne peut pas rentrer dans la culture de l'entreprise. Nous, la seule chose qu'on demande, c'est que les usagers soient prévenus. Mais qu'il y a un service minimum aussi, non? Voilà, et peut-être qu'il y a un service minimum. Ça, c'est à la loi de régler ça. Allez, on doit faire une escale avant l'arrivée finale du débat. Merci Christian, vous restez avec nous. Dans un instant, c'est le coup de projecteur des vraies voix. Vous pourrez continuer justement à nous expliquer tout cela. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Merci de nous écouter sur Sud Radio. Non, c'est normal, parce que vous êtes une radio sympa, diversifiée et tout, donc c'est très bien. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Nos vraies voix qui se préparent pour le coup de projecteur. Madi Saïdi, Raphaël Rémy Leleu, elles sont prêtes. On y va. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Marie, notre réalisatrice, elle est très
pressé. Bon, allez, c'est le coup de projecteur des vraies voix. Alors que des millions de Français s'apprêtent à prendre le train pour les vacances, une menace de grève plane à la SNCF, une de plus, j'ai envie de dire. Le collectif Sudrail a en effet déposé un préavis couvrant toute la période estivale. Les chefs de bord et les contrôleurs réclament notamment une revalorisation de leur prime de travail. Ils dénoncent également un nouveau logiciel de gestion des plannings, jugé trop imprévisible. En mai dernier, un mouvement avait déjà perturbé le trafic et des revendications, elles, qui n'ont pas disparu évidemment. Cette fois, les syndicats envisagent de ne plus prévenir la direction à l'avance pour éviter que des mesures d'anticipation soient prises. Une grève surprise en plein été pourrait donc toucher plusieurs week-ends consécutifs. De quoi semer l'inquiétude chez les vacanciers puis mettre la pression sur la direction de la SNCF. Vous allez chercher vos enfants à la gare, arrivée du train prévu à 20h, récupération de votre progéniture à 21h30. Ne rigolez pas, c'est arrivé souvent ces derniers jours. Vous devez partir travailler à l'autre bout de la France, votre train vous attend puis vous l'attendez 2h30. Ne rigolez pas, les dégradations des infrastructures ferroviaires se multiplient et les retards aussi. Vous partez en vacances en train pour vous rendre à l'aéroport, bingo, 4h30 de retard, on appelle ça en football le doublé coupe championnat, le train et l'avion raté et les vacances au bout du compte. Et puis, il y a les trains qui arrivent pile à l'heure, confortables et reposants. Nous vous posons la question sur le compte X. Ah oui, parce que c'est un plaisir de prendre le train. Pour vos départs en vacances, le train est-il une option fiable? Vous êtes très nombreux à répondre et pour l'instant, à nous dire non à 89%. Voilà, et puis vous pouvez nous appeler, vous le savez, toujours au 0800 26 300 300. Nous sommes toujours avec notre invité Christian Broucraret, président de la FNOT Nouvelle-Aquitaine. Christian, vous êtes avec nous ? Oui, je suis avec vous. Alors Christian, moi je vais revenir parce que tout à l'heure on s'était un peu égaré. L'idée c'est de revenir sur ces préavis de grève. C'est joli, on s'est égaré. Bah oui. C'est très bien choisi comme mot. D'accord, voilà. Merci. Je peux finir ma phrase? Allez-y, bravo. Non mais c'était tellement beau. Donc, tout à l'heure, Christian s'est un peu égaré puisque le but c'est aussi de parler de ces préavis de grève redondants, permanents, j'ai envie de dire, à la SNCF. Bon, ça commence à devenir un peu ennuyeux, surtout pour les revendications en question, parce que un système de pointage qui les dérange, j'ai envie de dire, ça nous fait aussi penser à une certaine grève des contrôleurs aériens qu'il y a eu il y a pas si longtemps et qui était quand même assez scandaleuse. Oui, tout à fait. C'est de toute façon une culture à la SNCF de faire grève. Et en plus, ce qui est étonnant, c'est que c'est même pas les syndicats institutionnels, la CGT, FO, l'UNSA qui font grève. C'est un collectif qui est un peu une nébuleuse dont on n'a pas trop conscience. On ne sait pas qui trop est derrière. On parle de Sudrail, Là, le préavis qui tient, en l'occurrence, c'est celui de Sudrail, qui est plutôt quand même un syndicat historique, quoi. Oui, mais enfin c'est quand même derrière. En fait, Sudrail cache le collectif qui fait des dégâts, qui avait fait des dégâts lors des départs de Noël il y a quelques années, enfin de fin d'année, et qui avait tenté aussi de faire la même chose pour le 1er mai, et qui avait été contré parce que entre autres les patrons de la SNCF avaient mis des gens dans les trains pour assurer les départs, et ça leur avait pas beaucoup plu. Bon, mais qu'est-ce que vous voulez, les clients, parce qu'il faut rappeler quand même que dans ces cas-là, parce que c'est beaucoup sur les TGV, c'est pas sur les TER que ça se passe, on est quand même des clients, c'est-à-dire qu'on paye relativement cher les billets de train, et la moindre des choses, c'est qu'on a quand même des certitudes. Et comme je le disais précédemment, déjà, savoir la veille pour le lendemain si le train roule ou roule pas, nous on trouve ça un peu fort de café, on aimerait quand même que ce soit un peu plus prolongé, et vous l'avez dit d'ailleurs dans la préparation de l'interview, c'est que le collectif veut faire une grève de surprise. Alors là, je pense qu'ils vont être hors des clous, parce qu'ils ont quand même, il faut qu'ils se déclarent au minimum 48 heures avant, je crois, pour dire qu'ils sont en grève. Alors là, c'est vraiment se fiche de la gueule des clients. Voilà. Donc, alors, sur ce débat, Christian Broucraret, il y a plusieurs choses. On a évoqué, Judith a parlé de la grève, moi j'ai un peu parlé des retards et tout ça. Essayons d'en discuter aussi avec nos vraies voix. Raphaël Rémy-Leleu, par exemple. On comprend aussi, parce que là, cette litanie de retard et d'exemples très précis que j'ai pris, alors qu'ils sont arrivés. Je peux vous en donner aussi. Oui, ça vous est arrivé aussi, mais on voit quand même à chaque fois les explications, problèmes dans la maintenance, etc. Peut-être aussi que les syndicats ont raison de dire, attendez, vous mettez pas assez de moyens, et si les trains arrivent en retard, c'est aussi parce que vous ne mettez pas les moyens. Ça peut être aussi vu comme ça, Raphaël Rémy-Leleu. Bien sûr, et puis il y a aussi des choix politiques d'économie qui sont faits.
sur le train et c'est extrêmement problématique parce que là on parlait des TGV mais il y a aussi des sujets sur les TER. Je ne sais pas si vous avez tenté l'aventure de prendre un TER en Hauts-de-France ces derniers mois, mais on vient encore d'avoir l'annonce qu'il y aurait de moins en moins de créneaux d'ouverture des guichets en gare. Mais bon, comme il y a de moins en moins de TER aussi, ou bien alors le TER vous prévient pas, mais il fait une gare sur 2, et puis vous débrouillez pour le savoir. Et puis de toute façon, votre billet n'est pas remboursable. Bref, c'est devenu extrêmement compliqué et c'est dramatique parce qu'on a besoin de trains, on a besoin de trains réguliers pour permettre aux gens d'organiser leurs déplacements, y compris dans des zones enclavées. Et puis on a aussi besoin du train parce que c'est tellement moins émetteur en gaz à effet de serre, en émissions carbone. Et ça, c'est un vrai problème qu'on soit incapable en France, alors qu'on avait un super outil industriel, alors qu'on avait un réseau ferroviaire d'exception. On a détruit ça au fil des décennies. Et là, on a besoin de réinvestir pour refaire une offre ferroviaire digne de ce nom. Mathis Saïdi, ce qu'on entend effectivement sur ce problème d'entretien, en fait, des rails, des trains, etc. Et ce problème, en fait, de deuxième solution par rapport à la voiture. C'est-à-dire qu'on veut que les Français arrêtent de se servir de leur voiture thermique, mais en même temps on leur propose pas effectivement des transports qui soient fiables et qui fonctionnent pour qu'ils puissent effectivement mettre la voiture de côté à un moment donné, quoi. Oui, absolument, des transports fiables qui fonctionnent et peu cher, parce que le train reste encore très cher. Et c'est vrai que c'est compliqué pour les Français. Alors le train c'est agréable, c'est très bien, sauf que chaque année ils nous le refont, à chaque vacances ils nous le refont. Il y a les grèves, c'est très compliqué de laisser vos gamins par exemple prendre le train en lui disant tu arrives à telle heure et à tel endroit quelqu'un viendra te chercher et 3 heures, 4 heures après il y a toujours personne. Et je crois qu'une des solutions, c'est aussi de libéraliser ce marché, de l'ouvrir à la concurrence, de telle sorte à ce qu'on puisse avoir des trains. Le cas, Oui, mais il faudrait l'ouvrir davantage, de telle sorte à ce qu'on ait des billets de train qui coûtent moins cher. Franchement, il y a des billets de train qui coûtent parfois aussi cher qu'un billet d'avion. C'est dingue. Et en même temps, nos amis britanniques commencent à nous dire qu'ils adorent notre système parce que eux ont privatisé à fond les lignes de chemin de fer et c'est une catastrophe aussi. Alors Christian Broucaré, vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y a eu pas mal de soucis cet été, vous avez évoqué notamment les feux de forêt. Bon, il y a une ligne TGV qui est terrible, qui fait Perpignan, Agde, Montpellier et puis jusqu'à Paris, qui a été l'objet d'énormément de retard. Est-ce que vous, avec votre branche régionale de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports, vous avez identifié vraiment les problèmes de cet été qui est une galère? Oui, alors bon, on va pas parler des incendies de forêt qui sont tout à fait indépendants de la SNCF et du réseau ferroviaire, mais pour prendre de la hauteur par rapport au sujet, il est vrai que aujourd'hui, le réseau ferroviaire est en mauvais état. Il y a une conférence de financement qui a été décidée là, qui a œuvré, la FNOTIER en faisait partie là il y a une quinzaine de jours. On va attendre ce que sort de l'État parce que ce qu'il faut jamais oublier, c'est que le réseau est du ressort de l'État. Il n'est pas du ressort des régions. C'est-à-dire que vous pouvez mettre une Ferrari entre Périgueux et Agen. C'est pas pour ça que vous la ferez rouler plus vite, parce que la ligne est en mauvais état. Je vous donne cet exemple dans ma région, mais d'autres présidents de des flottes régionales pourraient vous donner chacun un exemple dans leur région. Non, mais le petit voyage Périgueux-Agen nous va bien, c'est très bien. Bon, c'est très bien, c'est significatif, c'est entre 2 préfectures, c'est quand même important. Mais ce qui se passe, c'est que ce qu'il faut voir, c'est que en France, on investit par exemple 10 fois moins qu'on investit en Suisse, qui est la Mecque du train, ou même par exemple dans les Pays-Bas, où il y a on a quand même des pays où en Suède où les trains roulent malgré aussi les conditions atmosphériques difficiles, par exemple en Suède. Moi, j'en suis le témoin. Voilà, ce qu'il faut, c'est investir sur le réseau. Comme on a investi, vous savez, notre ancien président Jean Sylvarnière disait pour le ferroviaire on réfléchit, pour la route on investit, on agit. Raphaël Rémy-Deleu. Voilà. Et ça, c'est significatif. C'est-à-dire que si on met 10 fois moins d'argent que le pays d'à côté, on a 10 fois moins de chances que ça fonctionne bien. Alors, Raphaël Rémy-Deleu veut intervenir sur ce que vous dites, parce Christian. que je pense que c'est important, le point que vous avez tous les deux soulevé, qui est celui des tarifs du train. Et c'est un problème autant économique qu'écologique. C'est qu'aujourd'hui, le train, dans certaines situations, va être plus cher que l'avion. Et c'est UFC Choisir qui l'a montré il y a quelques jours. En gros, si vous avez une liaison directe, si vous faites, je sais pas, Paris-Nantes, eh bien, votre train, il va être 40% moins cher que l'avion.
Mauvais exemple, j'espère que personne ne fait Paris-Nantes en avion. Mais dès lors qu'il y a une correspondance, le train est 10% plus cher parce qu'on manque d'un réseau en France qui passe pas uniquement par Paris, mais qui ferait également du préfecture à préfecture. On attend, voilà, je sais pas, on attend le Nantes-Marseille, on attend de pouvoir faire Lille-Caen, je crois qu'on peut le faire sans passer par Paris. Bah, mais on bon, sait bref. pas quand, justement. Non, mais c'est un vrai sujet d'avoir ce fonctionnement en étoile ultra centralisé. C'est l'élu parisienne qui vous le dit, mais tout de même, parce que ça fait des coûts supplémentaires et pour les familles, c'est de plus en plus difficile de se dire avec des enfants, on va prendre le train pour partir en vacances. Oui, et Madi Saïdi d'ailleurs, il y a Julien Trocaz du Sudrail qui a dit: nous allons arrêter de prévenir la direction pour qu'elle casse la grève. Ça pourrait être une semaine avant, le temps de mobiliser pour plusieurs week-ends de suite. C'est quand même, il pousse le bouchon un peu loin. C'est-à-dire que maintenant, on peut même plus s'organiser pour avoir un service minimum de toute façon. Oui, c'est sacrément culotté. Et puis normalement, ils ont des préavis. Normalement, c'est 48 heures à l'avance. Ouais. Il y a des préavis de grève à déposer et ça fait partie des exigences légales quand on fait la grève. Mais l'idée, c'est d'emmerder le monde. Donc pour emmerder le monde, si on le fait comme ça, évidemment, on le fait le mieux possible. Mais ça, c'est scandaleux. C'est juste plus possible. À chaque vacances scolaires, la veille de vacances scolaires, pendant les vacances scolaires, ils trouvent toujours le moyen de nous faire la grève. Et quelle que soit la raison. Tout à l'heure, on parlait de problème de pointage. De pointage. Mais ça, c'est scandaleux. Dans toutes les sociétés normales, on pointe et c'est normal. Voilà. Et c'est pas à eux de décider, ah bah tiens, la manière de pointer. Jugé trop imprévisible. Non, mais c'est peut-être eux qui sont imprévisibles, justement. En décidant de faire la grève sans jamais prévenir qui que ce soit. Christian Broucaré. Qu'est-ce qu'on peut espérer? Alors, votre association est très présente, anticipe. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour ceux qui vont prendre là le train, alors pour aller travailler déjà, ça c'est le plus important, et puis pour ceux qui prévoient des vacances en ce mois d'août? Quelle est la tendance entre les grèves, on en a parlé, et les ennuis, on va dire, les pépins de maintenance? Alors, les préavis de grève, ça, on pourra rien y faire. Après, je ferai quand même une petite remarque. Le train est cher en région si on n'a pas un abonnement. Si on prend pas les billets, parce que il y a tout un panel de solutions et c'est extrêmement compliqué pour les usagers de s'y retrouver, parce que d'une région à l'autre ça change du tout au tout. Ça c'est un fait. Alors il faut que les gens soient extrêmement vigilants quand ils prennent leur billet sur les TER, de prendre le tarif qui est le plus adapté à leur cas. Ça c'est pas simple, parce que c'est vraiment une jungle des tarifs. La FNOT s'en est fait état. Après, le réseau, on n'y pourra rien, parce que de toute façon, si on n'investit pas, on va encore au-devant de catastrophes. Alors, la sécurité ne sera pas en cause, parce que malheureusement, on fermera des lignes. Je reviens. Oui, justement, parce que la sécurité, c'est ce qui prime. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on préfère couper des lignes plutôt que de prendre le moindre risque. Voilà. Exactement, parce que si vous voulez, voyez l'accident là qu'il y a eu en Allemagne, là où il y a eu le glissement de terrain. Aujourd'hui, on le voit particulièrement, sur ma région que je connais bien, quand il y a comme ça des tempêtes, quand il y a des pluies intenses, on bloque les circulations pendant un certain temps, au détriment des usagers bien sûr, mais la sécurité, c'est ce qui doit primer dans le ferroviaire. Après, on envoie des trains à petite vitesse, des trains de reconnaissance, et après on reprend en vitesse normale. Mais tout ça parce que de toute façon, vous l'avez dit précédemment, c'est un manque d'investissement depuis des années. Et donc nous, ce qu'on espère, c'est que de la conférence de financement sortent des moyens pour qu'on se remette en ordre de bien rouler comme on pouvait le faire dans les années 70. Déjà, il y a plus de flexibilité aussi. Est-ce que c'est vrai d'ailleurs, peut-être que vous le savez, Christian, que la SNCF précise que souvent dans les problèmes de report de train, les usagers sont invités à se reporter sans frais sur les trains circulant avant ou après, dans lesquels il reste de la place. Ça fonctionne, ça ? Oui, alors ça existe. Je vais vous donner un exemple entre Bordeaux et Arcachon, parce que ça les gens connaissent. Par exemple, on sait très bien que si vous prenez un week-end où il fait beau, le train qui part sur le coup de 9h de Bordeaux, il sera blindé. On peut pas dire autre chose. Et par contre, si vous prenez celui de 9h30, 10h moins le quart, puisqu'il y en a un toutes les demi-heures à peu près, il y aura beaucoup moins de monde. Ça existe déjà dans d'autres pays, soyez rassurés. On n'invente rien. Vous savez, le train, c'est quand même quelque chose qui existe depuis un siècle et demi. L'habitude des clients et des usagers, on le connaît. Voilà. Donc ça, la SNCF doit faire un très gros effort d'information. Vous l'avez dit aussi. Ça, nous, on l'avait détecté quand il y avait eu les incidents à